Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera consacré à ces sujets. Nous allons d'abord, dans un premier temps, sur un premier plateau, revenir sur le discours de cette semaine, sur la situation de la nation, après celui de politique générale, donc 6 mois de bilan défendu par le Premier ministre Kilem de Tambela. Nous allons revisiter tout cela avec des invités. Et puis, deuxième sujet que nous allons aborder, c'est le Pied-Beau. La journée, c'était hier, la journée mondiale. Quelle est cette déformation constatée à la naissance? Comment y remédier? Nous aurons Dr Oubda sur ce plateau pour nous donner plus de détails sur cette maladie-là, et puis une initiative aussi qui a été initiée à Ouagadougou. Et puis dernier élément, il y aura la question du foncier que nous allons aussi aborder dans ce JDS, au journal du dimanche au soir. Depuis l'avant-projet, que de discussions et que de turpitudes autour de ce projet-là. Nous l'abordons dans un reportage avec les premiers acteurs, ceux du ministère et bien évidemment les promoteurs immobiliers. Et puis préciser aussi que vous aurez droit au sport. On va revenir sur la dernière liste des étalons pour le match que nous devrions disputer donc dans quelques jours. Analyse faite par Claude Romba, et on aura aussi un international burkinabé avec nous en la personne de Cédric Badelot. Ceci dit, la première des rubriques pour ce qui est de ce JDS, on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec la partie société. Et dans cette partie société, nous allons commencer avec la question du foncier que nous abordions tout à l'heure en titre. Et cela se fera à travers un reportage que Sadata Séré nous propose avec les différents acteurs autour de cet avant-projet querellé. On parle d'innovation pour régler ou désamorcer une bombe, dit-on. Mais le problème demeure, le constat dans ce reportage. La terre, une richesse qui divise au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso fait face à une pression démographique et la terre devenue objet de commerce a acquis une grande valeur marchande. Les sociétés immobilières croissent de nombre et les spéculateurs fonciers informels aussi. Conséquence, nous assistons au quotidien à des conflits fonciers qui opposent les différents acteurs, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors qu'il a lui-même fait appel au privé à l'époque pour assurer à chaque Burkinabé un logement décent, l'État doit faire face aujourd'hui à une forte croissance des sociétés immobilières. Des promoteurs immobiliers dont certains se sont érigés en promoteurs fonciers. Certains venaient sous le couvert de la promotion immobilière pour faire de la promotion foncière. On a estimé que, puisque l'État burkinabé c'est seulement 274 000 km², la superficie n'est pas extensible et on ne peut pas tout prendre non plus pour faire des parcelles. Il faut bien prévoir une portion pour pouvoir faire de la production agricole et autres pour pouvoir se nourrir. Donc il ne faut pas permettre la promotion immobilière tous azimuts sur n'importe quel terrain, étant donné en plus que même si on te permet de construire, il faut qu'il y ait de la viabilisation qui suive. Aristide Sawadogo est membre de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina. Pour lui, les agréments que le promoteur immobilier possède lui donnent la possibilité de faire la promotion foncière. Les agréments que les promoteurs immobiliers ont ici, c'est des agréments de promotion immobilière et ou foncière. Cela veut dire qu'on peut faire de la promotion immobilière, on peut faire de la promotion foncière. La promotion foncière, c'est uniquement l'aménagement des terres destinées à la vente. Mais la promotion immobilière, c'est l'aménagement des terres destinés soit à des immeubles qu'on va construire pour vendre, ou encore une partie aussi qui peut être vendue. C'est pour vous dire que la promotion immobilière, il y a le foncier dedans. Lorsque les promoteurs immobiliers disent qu'ils ont, à travers leur agrément, le droit de faire et de la promotion immobilière et de la promotion foncière, à la limite, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait honnête. Parce que certes, l'agrément est délivré pour la promotion immobilière et ou foncière, c'est ce dont il se prévalent le plus souvent, mais il se trouve que pratiquement tous les promoteurs ont déposé, ou ceux-là qui estiment avoir déposé quelque chose, ont déposé des demandes de validation de leur projet immobilier. Projet immobilier, donc pour aller construire des logements.
ils ont pris l'arrêté d'approbation du projet immobilier pour aller construire donc des logements et ils sont allés vendre des parcelles. C'est suite à une enquête parlementaire initiée par l'Assemblée nationale en 2021 qu'est née la décision de la relecture de la loi 057 de 2008 portant promotion immobilière. Une réforme instruite par l'ancien ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Maître Benuende Stanislas Sankara. L'ancien ministre en charge de l'urbanisme se félicite de l'adoption de ce projet de loi par le gouvernement de la transition en sa séance du 29 mars dernier. La procédure, le process de relire en urgence, je dis bien en urgence parce que la loi portant révision donc le projet de loi portant révision de la loi 057 est une mesure d'urgence. Aujourd'hui, moi, je me félicite de ce que le gouvernement de la transition a pris à bras le corps ce souci. C'est un véritable défi à relever. Cette nouvelle réforme constitue une pilule amère pour les promoteurs immobiliers du Burkina Faso qui plaident pour son abandon. Si certains pensent que ces promoteurs immobiliers agissent en ne tenant compte que de leurs intérêts, pour Aristide Sawadogo, il s'agit plutôt de défendre l'intérêt de la population en général. D'abord le cas du passif foncier généré par le lotissement de l'État. Vous voyez, l'enquête parlementaire de 2016 a montré qu'il y a eu 105 408 parcelles détournées ou illégalement attribuées. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui errent dans la ville de Ouagadougou avec des papillons qui résidaient dans des zones non loties depuis longtemps. Malheureusement, il y a eu donc des attributions, ils n'ont pas été attributaires et des gens qui n'ont jamais logé un seul jour dans ces zones-là détiennent des attestations. Et donc, vous savez que ce problème, ça a été pris à bras le corps par les promoteurs immobiliers qui ont aidé dans beaucoup d'arrondissements à gérer. L'une des innovations de cette loi, c'est aussi l'exclusivité reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Une fois votée, cette loi fera donc de l'État et ses démembrements les seuls mobilisateurs des terres dans le cadre de la promotion immobilière. Toutefois, précise le projet de loi, les propriétaires terriens restent propriétaires de leurs terres. Ça veut dire tout simplement que c'est l'État et ses démembrements, notamment les municipalités ou les sociétés d'État, les établissements publics, qui peuvent aller voir les processeurs fonciers, les propriétaires terriens, pour demander qu'ils mettent la terre à leur disposition afin de les aménager et maintenant de pouvoir les mettre à la disposition des promoteurs immobiliers. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'État ou ses collectivités qui sont propriétaires de la terre. Pour les promoteurs immobiliers et leurs partisans, l'État a montré ses limites notamment dans la gestion des lotissements à travers les collectivités territoriales avec un grand lot de malversations. L'État ne peut pas gérer le lotissement, sauf qu'il va faire des bidonvilles. Or pourtant, les bidonvilles ne marchent pas. Les bidonvilles ne seraient pas bons pour nous. L'État parle de restructuration. L'État ne peut plus faire une restructuration comme l'a fait lors de la Révolution. Non, l'État ne peut pas faire tracer des voies, mettre de l'eau, l'électricité et puis maintenant laisser les gens comme ça. On a vu des lotissements qui sont passés avant, qui ont été gérés par l'État et on a vu des marches multiples. On n'a pas de voie, on n'a pas d'électricité, on n'a pas ceci, cela. Mais si l'État dit tout de suite qu'il peut gérer lui seul, nous allons observer. Je dirais qu'avant 2008, les promoteurs immobiliers n'existaient pas. Mais l'État gérait la question du logement. Bon an, mal an, il y avait quand même quelques logements, certes insuffisants, mais ça existait. Avant 2008, la promotion immobilière n'existait pas. Un État n'est pas capable. Croyez-vous qu'un promoteur immobilier qui doit s'endetter en banque soit plus capable que l'État? Je ne pense pas. L'État dit agir pour la satisfaction de l'intérêt de la population, les promoteurs immobiliers aussi. Ce nouveau projet de loi portant promotion immobilière sera-t-il donc une réalité? La question est posée et il revient à l'Assemblée législative de transition de trancher urgemment ce nœud gordien. Même si tout le monde convient que le foncier est une bombe à désamorcer, il reste difficile de faire l'unanimité sur les méthodes, tant certaines positions semblent antagonistes avec des enjeux divers pour chacune des parties.
Et nous suivons toujours la suite de ce dossier-là, avec cette question qui devra aussi passer devant l'Assemblée législative de transition. Ceci dit, on va ouvrir une autre rubrique, c'est celle politique. Nous l'annoncions aussi en titre. 6 mois après sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Maître Apollinaire Kilem de Tambela était devant l'Assemblée législative de transition, c'était donc cette semaine même, mardi, pour livrer son discours sur la situation nationale, de la situation sécuritaire à la crise humanitaire, en passant par la refondation de l'État. Le chef du gouvernement s'est montré en tout cas assez rassurant. Retour sur ce reportage, sur évidemment les grands axes du dit discours, avant un plateau d'échange. La peur a changé de camp. C'est ce qu'a du reste laissé entendre le Premier ministre Kilem de Tambela lors de son discours sur la situation nationale à l'Assemblée législative de transition. À l'en croire, des résultats positifs ont été engrangés dans plusieurs secteurs au cours de ces 6 derniers mois. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement a procédé à la réorganisation des forces de défense et de sécurité et au renforcement du nombre de combattants sur le terrain. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. Selon le Premier ministre, les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font désormais dans un climat de confiance et de respect mutuel. Et dans le cadre de ces nouveaux partenariats, le gouvernement s'est gratifié des équipements nécessaires à des coûts relativement faibles pour doter chaque FDS et VDP en matériel de combat. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment dans ces conditions être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entretien du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Sur le plan humanitaire, plus de 125 000 personnes ont pu regagner leur localité d'origine à la date du 23 mai 2023. Et les déplacés internes se trouvant dans les localités difficiles d'accès ont été ravitaillés en produits de première nécessité. Chacun est témoin de ce que des personnes déplacées internes se trouvant dans des localités difficiles d'accès ont été ravitaillées en produits de première nécessité par des opérations spéciales terrestres et aériennes. On peut citer entre autres Djibo, Solane, Seba, Setenga, Solé, Kalsaka, Kelbo, Bourzanga et j'en passe. À ce titre, 21 494 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. L'ambition du gouvernement, selon son chef, est de porter à 100 000 ou plus le nombre de VDP afin que la population soit en mesure d'assurer elle-même sa propre sécurité. C'est en ce sens qu'un fonds de soutien patriotique a été mis en place par le gouvernement. L'ensemble des mesures préconisées dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser environ 22 milliards de francs CFA au profit du dit fonds. Retour sur ce plateau, nous le disions juste après donc le reportage qui place, on va dire comme ça, le débat. Nous avons sur ce plateau donc des personnes ressources pour partager leur grille de lecture là-dessus.
je m'en vais donc vous les présenter. Docteur Olo Pépin-Yen, il est sociopolitologue, enseignant-chercheur, il est aussi à l'université. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Bourima Nyoumou, ancien député. Il est membre du bureau politique du PPS, entendez, Parti panafricain pour le salut. Bonsoir. Bonsoir, Baba. Merci. TV. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Dr Aruna Louré, médecin anesthésiste. Il est aussi porte-parole, si ma mémoire est bonne, du collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion victimes de menaces au Burkina Faso. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci. Et on a Adama Sigiri, qui est écrivain. Bonsoir. Bonsoir, M. Va. Merci. Je suis coordinateur du Rassemblement des intelligents pour la souveraineté de l'Afrique, coordinateur national. C'est cela, coordinateur national. En tout cas, merci d'être avec nous. On a tous regardé, révisité, revu un peu le point du discours et qui est une situation qui est dépeinte de la nation depuis les 6 mois que le Premier ministre est là. Donc, on va dire que c'est un bilan. Premier tour de table, c'est quel est le regard général que vous avez eu relativement à cet exercice-là? J'y mets tout, parce qu'il y en a aussi qui disent clairement, est-ce qu'en 6 mois, on peut venir, c'est un court terme, est-ce qu'on peut encore venir défendre déjà un bilan? Est-ce qu'on ne risque pas fort d'être dans des prospectives alors que il y a celui de politique générale qui est là pour ça, et même dans la forme aussi, vous pouvez y aller. On va commencer par Dr Louré. Mais avant, docteur, ça fait bien, on vous a. Je vais avoir une première question vous concernant. D'accord. Tout Ouagadougou avait appris que vous aviez fui, oui, que vous étiez allé en France, oui, parce que vous seriez, vous pourriez être arrêté, oui, peut-être pour vos postures. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes revenu, vous n'étiez pas parti, qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de revenir précisément sur cette question. J'ai appris ça, mes proches ont été fatigués sur cette question parce que beaucoup ont été alertés, appelés, pour ne pas dire emmerdés, pour dire Dr Louré a fui. Et jusqu'au moment où nous nous parlons, il y a des Burkinabés qui pensent toujours que je suis en exil, pour dire à quel point les fake news peuvent prendre de l'ampleur. Mais il est malheureux de constater que ma petite personne soit aussi intéressante pour que quand je suis au Burkina ou pas, puisse susciter autant de débats. Je suis inscrit dans un master de management des structures de santé et à l'occasion d'un voyage d'études de 2 semaines, une semaine à Toulouse et une semaine à Paris, nous avons effectué un voyage à 24 pour aller voir leur expérience, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont évolué, afin d'adapter ça à nos réalités et pouvoir proposer mieux. Parce que quoi qu'on dise, c'est ça le problème. Donc là, vous n'avez pas fui, vous êtes là. Mais non, il n'y a pas de menace aussi. Non, ça je ne saurais le dire. Parce que avant même d'arriver, je sais que le jour de mon départ, certaines personnes ont véhiculé d'autres nouvelles en disant que je devais rentrer. Mais comme j'ai compris qu'on allait m'arrêter à ma descente d'avion, j'ai refusé de rentrer au Burkina Faso. Mes convictions, elles sont sincères. Je peux me tromper, je ne dis pas non. Mais elles sont sincères. Si on doit m'arrêter pour ça, je l'assume. Et je pense que on peut mener une lutte au-delà de sa petite personne et ne pas accepter les risques qu'on encourt. Et j'aime citer des exemples. Beaucoup ont fait la prison. Beaucoup ont été traumatisés dans leur chair. Leurs familles ont été traumatisées. Mais quand on est convaincu d'un idéal, on mène cette lutte jusqu'au bout, peu importe les menaces, tant qu'on reste vraiment dans le cadre de nos convictions. Et je répète à tous ceux qui veulent l'attendre, si je quitte le Burkina Faso, c'est pas... Demain, si je dois quitter, c'est pas parce que un régime, pour mes opinions, non, j'accepte d'aller en prison. Donc, vous n'avez pas pris la clé des champs. Non, ça ne risque pas d'arriver. D'accord. Donc, regard sur, comme je le disais de façon générale, sur l'exercice de mardi. Oui, l'exercice de mardi, je dis, il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Si vous me posez une question, par exemple, sur l'exercice du mardi, et que je parle formidablement de l'exercice de 5 ans, je fais un hors-sujet. Le Premier ministre a fait un hors-sujet. En ce sens que l'exercice sur la situation de la nation, c'est présenter la situation de la nation avec des chiffres à l'appui, en allant sur les thématiques assez fondamentaux de la nation. Qu'est-ce qui régit la nation burkinabé? Où nous en sommes? Et peut-être quelles sont les perspectives? Et quand nous prenons les perspectives, et quand nous prenons la situation de la nation, la question que je pose aux uns aux les autres, qu'est-ce que nous retenons de la situation de la nation, si ce n'est que répéter les mêmes choses qui se sont répétées sur les réseaux sociaux depuis belle lurette? Oui, on a payé des armes moins chères, oui, on le savait déjà, ça a été diffusé largement.
Là où nous attendions le Premier ministre sur des questions assez précises, actuellement, c'est vrai, après dans les questions, il parle de 60% du territoire. Tout ça, on va revenir là-dessus. Voilà, ça ce sont dans les questions, mais dans le discours, ça ne ressort pas. Ce sont des questions précises, il faut avancer des chiffres. Quelle est la question économique? Parce que peu importe ce que nous disions, le nerf de la guerre, on le dit, c'est l'économie. Il n'aborde pas la question. Ça, c'est déjà dans la forme. Dans la forme, il ne respecte pas l'exercice qui est de faire le bilan de 6 mois de gestion du pouvoir d'État. Voilà la situation de la nation, voilà ce que nous voulons. Mais ce que je répète, c'est que le Premier ministre nous a dit ce que nous savons tous déjà. Moi, personnellement, je n'ai rien appris de sa déclaration sur la situation de la nation. En allant dans le fond, on va aller au fond. Très bref. Non, on va aller au fond. D'accord. On va aller au fond. Vous aussi. Merci beaucoup, M. Baha. Je suis très content de retrouver mon ami Dr Louré. Bon, même s'il m'a abandonné à un certain moment pour aller à la LT. Je lui souhaite la bienvenue parce que pour moi, quand même, je savais qu'il était en France. Oui. Il n'a pas fui. C'est un homme que j'admire beaucoup. Voilà. Sur le discours du Premier ministre, moi, je pense que le Premier ministre a livré un discours assez sincère et assez humble aussi. Il a reconnu qu'il y a des difficultés. En 6 mois, la gestion d'un État, même dans l'État normal, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir des résultats concrets en 6 mois. Soyons quand même honnêtes. On ne demande pas au gouvernement de faire des miracles. Et le Premier ministre n'est pas Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un marcher sur les eaux de Tampou-Yavara ici. C'est pour dire qu'il n'y a pas de miracle à faire en 6 mois. Le Premier ministre a reconnu que la situation est difficile, mais malgré tout, il y a des actes qui ont été posés dans le sens positif. Et il a parlé de l'achat des armements, il a présenté la situation avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a présenté la situation actuelle, et c'est un discours assez sincère et assez honnête, qui reconnaît le travail qui a été fait. Et là, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Et le Premier ministre a fait la situation du travail qui a été fait, tout en reconnaissant les limites, tout en reconnaissant que tout n'est pas rose. Et en 6 mois, demander à des dirigeants que tout soit rose, je crois que ce serait un peu être de mauvaise foi. Donc, quand le docteur Louré dit que c'est un hors-sujet, je ne vois pas où le discours du Premier ministre est un hors-sujet. C'est un discours assez sincère, assez patriotique, assez engagé, qui fait réellement la situation de la nation en reconnaissant les avancées, mais aussi des limites, ce qui est tout à fait normal et naturel dans toute situation de gouvernance. Docteur Louis Pépéienne. Oui, bon, le discours, il faut le dire, c'est quand même un discours qui est venu à point nommé, voilà, pour donner des éclaircissements sur un certain nombre d'actes qui ont été posés, voilà, des actes que nous connaissons tous, mais il aurait fallu quand même qu'il y ait un discours officiel pour donner des précisions. Voilà, donc c'est un bilan à mi-parcours. Et je pense qu'en termes de communication politique, c'est appréciable parce qu'à un certain moment, il faut que le gouvernement puisse ici faire le point des actions qui sont engagées par-ci, par-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il a fait un tour d'horizon sur beaucoup de secteurs d'activité. Et je n'ai pas besoin de les citer ici parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc on a eu une idée à peu près de ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait et ce qui doit être fait après. Mais ce que je retiens, c'est que bon, il y a des choses qui avaient commencé à se faire, à être mises en œuvre depuis l'ancien régime. Voilà, et que bon, le Premier ministre vient évoquer cela. Ça peut prêter à confusion, comme c'est vrai que l'État c'est une continuité, voilà, mais bon, il faut préciser que c'est quand même des choses qui ont été entamées par les régimes passés avant que le MPC n'arrive. Voilà, globalement je trouve que le discours est satisfaisant en termes de clarté et de simplicité. Voilà, et aussi en termes de sincérité, comme il a souligné. Et on ne demande pas plus que ça à un Premier ministre de faire le point de la situation. Et l'essentiel du discours est tourné sur la question sécuritaire. Évidemment. Voilà, et ce qui est donc le point ici le plus préoccupant aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, il était nécessaire quand même de donner, en tout cas, un aperçu assez bref sur la situation sécuritaire. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des données chiffrées quand même qui viennent fixer un peu les esprits sur quand même le nombre pas exhaustif
voilà, le nombre de personnes déplacées qui ont commencé à regagner ici. Voilà, on a reproché ça au MPSR 1 ici qui avait fait un bilan sans donner ici des chiffres. Mais il faut dire que un discours politique ou du moins le bilan d'une gouvernance ou d'un gouvernement ne peut pas être exhaustif. Ça, il faut qu'on le dise. Maintenant, dire qu'il n'a pas abordé la question économique, bon, je ne sais pas ce que lui met dans l'économie. On va revenir dans le détail là-dessus parce que c'est des différents points qu'on va aborder tout à l'heure. C'est un domaine assez vaste et tout revient à l'économie. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. D'accord. Noumou, pour terminer. Merci Vaha, mais vous me permettrez quand même de féliciter le gouvernement pour avoir joint l'acte à la parole. Ils avaient pris la résolution de réparer le pont de Heredou qui coupe l'eau chaque année et les travaux sont en cours effectivement. Donc c'est l'occasion pour moi de les féliciter pour le bonheur des usagers. En ce qui concerne le discours du Premier ministre, je dois vous dire que c'est une erreur. Le discours ne devrait pas avoir lieu. Parce que le discours a étalé les contradictions internes du gouvernement. Comme nous allons venir dans le fond. Et en réalité, le discours du Premier ministre a montré quelle est la considération et la place de l'ALT dans le dispositif de la transition. Parce qu'il y a un discours au cours duquel on regarde l'ALT en bas, c'est assez compliqué. C'est comme si un enseignant d'université, lui il est professeur de philosophie, un enseignant d'université avec des élèves du primaire, naturellement. Donc, vous êtes ancien député, dans les détails. En quoi est-ce que cet exercice-là est différent de celui qu'on avait avant? Parce que vous dites, il les regarde de haut, il leur parle de haut, c'est quoi? Il y a l'attitude du Premier ministre, c'est de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, si vous voulez que je dise, comparé aux autres discours qui ont eu lieu, c'est une rhétorique. Okay. Je dirais même pire que la rhétorique politique politicienne. On ne peut pas ramasser des choses et puis venir livrer en réalité. C'est plus politicien que ce que les politiciens faisaient. D'accord. Bon, on va aller dans le fond. Le premier gros morceau, c'était celui sécuritaire. Et je pense que tout à l'heure, que ce soit le Dr Louré ou bien le Dr Lopépéyen le rappelait, c'est quand même un chiffre qui a donné 65% de partie du territoire qui est sous contrôle. Déjà, bon, pour moi, ça, c'est une annonce qui est claire. On n'avait jamais eu d'annonce de ce type-là avant. Surtout qu'on connaissait seulement un chiffre, on ne maîtrise pas 40% de notre territoire. Et ça, c'est des chiffres qu'on attendait depuis. Et depuis, quelle évolution il y avait avec toutes les manœuvres qu'on faisait, avec toutes les décisions qu'on avait eu à prendre, on ne l'avait pas. Mais cette fois-ci, on a un élément qui est donné et qui a été jeté. Ouais. Vous le prenez comment? Moi, je reste très cartésien. Et M. Noumou l'a bien précisé. J'ai fait l'exercice en lisant le discours sur la situation de la nation des 3 derniers premiers ministres pour faire une analyse comparative. En réalité, il n'y a pas de fond. Ce que le Premier ministre a dit, c'est comme je le dis, c'est un ramassis de ce qui se raconte déjà sur les réseaux sociaux. Et de la part d'un Premier ministre. Mais quand il dit qu'il y a la maîtrise de 5% du territoire, j'en viens. Ça, c'est un constat, ça part d'éléments précis. J'en viens. Et Dr Olopépin l'a dit, le Premier ministre a donné quelques chiffres sur le nombre de déplacés internes qui se sont réinstallés. Mais il a omis en même temps de donner le chiffre sur le nombre de personnes nouvellement déplacées internes qui se sont inscrites sur la liste. Parce que quand nous prenons les données de la CONASUR, ça a flambé. Le nombre de territoires que nous avons perdus, ça a flambé. Le nombre de salles de classe qui ont été fermées après, ça a flambé. Le nombre de centres de santé qui ont été fermés après, ça a flambé. Donc quand le Premier ministre vient me dire aujourd'hui que nous avons 65%, c'est lancé à l'aveugle sans preuve à l'appui parce que les autres données sont contradictoires. Je ne dis pas qu'il a menti, il a ses raisons. Mais les données que nous avons sont contradictoires vis-à-vis de ce qu'il a dit. Sauf si antérieurement, on avait exagéré sur... Quelles sont les données qui sont contradictoires? C'est ce que je dis, ce sont les données de la CONASUR. Ce sont les données des incidents. Ce sont les données des villages qui se déguerpissent au quotidien. Je ne m'invente rien. C'est pour cela que je dis. Oui, mais donner ces données pour qu'on puisse comprendre. C'est ce que je dis en fait. Parce que Docteur Louré, là, je pense que le Premier ministre donne un chiffre. Oui. Il dit on a la maîtrise de 65% du territoire burkinabé. Maintenant, la question du flux, c'est-à-dire que des déplacés internes, ceux qui. Parce que, disons-le aussi tout net,
ça c'est depuis Marshall qui le disait, la ministre Marshall qui disait, attention, quand on dit déplacé interne, ça ne veut pas dire forcément que c'est une zone qui a été occupée. Il y a des gens, quand ils attendent que 3, 4, 5 villages au fond là-bas, ils sont venus demander aux gens de partir. Lui n'attend pas qu'on vienne toquer à sa porte. Il se déplace, il est parti. Vous comprenez un peu de quoi je parle. Donc, ça ne peut pas être je ne sais pas comment on l'appelle, la déduction, ça peut pas être la déduction systématique de ce que, bon, le chiffre là ne soit pas bon. C'est un peu ça mon problème. Donnez-nous peut-être des éléments qui contredisent ce chiffre. Les éléments que je dis, c'est une question d'interprétation. Parce que quand nous prenons depuis longtemps, on a toujours dit 50% du territoire burkinabé est occupé et que l'autorité de l'État ne s'exerce pas. Ça, c'est le premier point. Le Premier ministre vient nous dire on a 65% du territoire. C'est ça que je dis. Je ne dis pas qu'il a menti, mais les autres chiffres qui sont en train de flamber nous font croire le contraire. Maintenant, c'est une question d'explication. Si le Premier ministre pense que le fait qu'un hélico peut sauter une zone non occupée par les forces étatiques et aller se poser ailleurs, c'est que cette zone-là est une zone sous contrôle. C'est l'interprétation. Ça dépendra de l'interprétation, M. Olo, s'il vous plaît. Ça dépendra de l'interprétation que nous donnons. Et je dis, moi, je ne suis pas statisticien. J'analyse en fonction des chiffres que les autorités, les institutions étatiques me livrent, en fonction des incidents qu'on nous révèle au quotidien. Je ne dis pas qu'il a menti, mais de mon point de vue, avec les autres chiffres que nous avons, il y a une contradiction fondamentale entre ce qu'il dit et la réalité. Oui, même. Permettez-moi de réagir. Parce qu'il parle en se référant à une institution. Il parle de Konasu et il parle des données. Il parle de... Mais au moins le Premier ministre, lui au moins, il a donné des chiffres qui nous permettent quand même de se faire une idée. De faire une idée. Mais si vous avez des données contraires, vous parlez de données sans pour autant les citer. Lesquelles données? Oui. Mais dites-nous les données et les sources. La CONASU nous a dit, oui, vous venez les données et les sources. Franchir la barre des 2 millions. Mais s'il faut venir dire non, il y a des données CONASU sans pour autant sortir. On va organiser. Docteur Olo Pépin, je pense que nous sommes de bonne foi en les débats. Non, je pense que nous sommes de Docteur Louré, je pense que on a compris, vous avez fait une déduction. Non, je pense que nous sommes de bonne foi en menant ces débats. Mais docteur Louré, si vous parlez de les autres, c'est ça. Monsieur Sigiri, moi j'ai la parole, s'il vous plaît. Monsieur Sigiri, docteur Louré, non, on va se calmer. Chacun a son temps de parole, c'est pas bien compliqué. Vous l'avez eu. Et tout à l'heure, c'était docteur LPP qui venait en contradiction. Non, vous avez dit, vous avez un peu de réserve sur ces chiffres-là, parce qu'il y a d'autres éléments qui pourront vous faire croire autre chose. Ceci dit... Et s'ils ne sont pas informés sur les chiffres de la CONASU, je peux les livrer, parce que je pense qu'on est de bonne foi et de personnes, comme on aime le dire, intellectuelles entre griffes, qui connaissent les chiffres de la nation. S'ils ne l'ont pas, je peux les livrer ça. C'est qu'est-ce que, docteur Louré, ces chiffres-là, on les connaît tous. Allons-y. Bon, allons-y alors. Merci beaucoup. Je voudrais aussi d'abord rappeler, il faudrait que la police du débat soit vraiment assez rassurée, parce que quand une seule personne a la parole, ce n'est pas assez intéressant. D'abord, je voudrais rassurer le docteur Louré que nous sommes tous des cartésiens. En tout cas, moi, je suis un cartésien. La preuve, je suis même ancien de philosophie. C'est nous, on enseigne la raison et pas la passion. Qu'est-ce que le docteur Louré demande en réalité au Premier ministre? Peut-être qu'il lui demande de faire des miracles. Le Premier ministre n'est pas à la tête du gouvernement pour faire des miracles. Il est là pour travailler. Le discours du Premier ministre est un discours sincère et patriotique, convaincant. Mais là aussi, il a donné des preuves. Oui, j'y viens. Parce que là, quand on écoute Dr Louré, ce qu'il dit, c'est que lorsque on se retrouve avec plus de déplacés internes, encore plus d'écoles qui ferment, ce sont des éléments qui devaient indiquer peut-être que la situation n'est pas si réalisable. Bon, est-ce qu'on peut faire ce lien là directement et dire que donc il n'y a pas de territoire qui soit plus conquis? Oui, le Premier ministre a reconnu qu'il y a des difficultés. Moi, je ne comprends pas, Dr Louré. Ce n'est pas parce qu'il y a des déplacés internes, ce n'est pas parce qu'il y a des villages qui continuent de déguerpir qu'il ne faut pas aussi mettre l'accent sur les déplacés internes qui retournent chez eux. Il y a des villes qui ont été conquises, il y a des villages qui ont été libérés, il y a des déplacés internes qui étaient enregistrés et qui sont repartis chez eux. 125 000 personnes. Le Premier ministre a fait la situation à ce niveau-là et c'est tout à fait normal. Mais il reconnaît encore que la situation est difficile parce que nous sommes dans une période de guerre. Le Premier ministre n'a pas dit que tout est rose. Moi, j'ai le discours devant moi, voilà. Je ne vois pas une partie du discours où le Premier ministre dit que non, la guerre, elle est finie, nous sommes en sécurité, désormais tout est rose, tout va bien. Il est
sincère dans son discours. Il a reconnu qu'il y a des avancées, mais il y a aussi des difficultés. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on fasse des miracles? Qu'on libère des personnes? Merci. Nous n'a pas encore, ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Il faut qu'on dépassionne le débat. Mais ce que je voudrais dire, le Premier ministre, sur la question des 65% de contrôle, quand il a fini de le dire, il a dit attention, on contrôle 65%, mais n'oubliez pas que les gars là, ils surgissent de partout. Vous voyez un peu la contradiction dans son discours. Mais mieux que ça, le président de la transition, en prenant le pouvoir, nous avait dit à l'époque, le calendrier de la CEDEAO sera respecté parce que nous allons contrôler, à 60% de contrôle, on peut faire les élections. Mais le Premier ministre, en disant, nous avons 65% de contrôle, il dit non, il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de sécurité. Vous voyez comment on combine, on essaie de manipuler la population. Il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une contradiction d'abord en interne au gouvernement, mais dans les discours lui-même, il fait des contradictions. Et n'oubliez pas qu'il y a de cela quelques semaines, on était en train de rassembler les partis politiques et les OSC pour leur dire « Ah, la situation ne va pas. » Bon, ensuite on dit « Prions pour la nation. » Et avec un coup de bâton magique, la situation devient maîtrisée. Et puis, il n'a pas dit que la situation est maîtrisée. Il a dit qu'il y a 65% du territoire aujourd'hui qui est sous contrôle. Vous ne faites pas de triangulation, Vaha. Je vous ai dit, le président qui est le patron de la transition lui-même, il a dit à 60%, nous pouvons faire les élections. Donc à 65%, il n'y a plus de panique. Nous, on est tranquille. Nous, on peut quitter Ouaga, aller à Dori, on peut quitter Ouaga, aller à Kanchari, on peut aller à Nouna et à Djibasso. Ça, c'est clair. Docteur, mais on ne peut plus encore venir nous dire, bon, attention, la sécurité n'est pas ça. Hein. Oui, docteur Lopépin, vous êtes sociopolitologue, hein, je le précise. Quand on écoute aussi le Premier ministre, il y a la question de la maîtrise, en tout cas partielle du territoire, en termes de chiffres qui est donné, mais en même temps, sur la question du chronogramme de la transition, parce que ça va avec la question d'élection et le retour à un ordre normal, on a comme l'impression que il n'y a aucun élément qui est donné. Ou bien on se dise que c'est la question sécuritaire qui guide, c'est vrai, les choses, mais il n'y a aucun élément qui est donné. Et il dit même aux politiques, si aujourd'hui vous pouvez sécuriser, nous on va y aller. C'est aussi, alors qu'il y a un chronogramme qu'il faut, je ne dis pas respecter, mais il y a un chronogramme sur lequel il faut s'entendre, il y a un chronogramme qu'il faut partager, ou bien il y a une dynamique de vision à donner sur les chamboulements qui peuvent intervenir en termes d'impact, notamment pour l'évolution des choses, des éléments sécuritaires. Sur cette question, est-ce que vous comprenez? Oui, mais moi je pense que la question des élections, ça a été suffisamment débattu, hein. Voilà, et donc ça a été suffisamment débattu sur l'espace public. Mais allez-y. Même ici, sur ce plateau, combien de fois, nous, on s'est prononcé sur les questions d'élection, ici même. Non, mais moi là-dessus, je ne suis pas sur la question de est-ce qu'il faut faire les élections ou pas. Oui. Des élections, ça se prépare et on se projette. Je vais reprendre. Effectivement, votre préoccupation, c'est que le Premier ministre ne fait pas cas de ça. Il ne fait aucune projection. Voilà, alors que c'est un calendrier qui a été adopté avec la CEDEAO et autres. Moi, je me dis que la question des élections, il y a un préalable. La tenue des élections doit être conditionnée par la question sécuritaire. C'est dans 10 ans. On le laisse terminer, s'il vous plaît. On le laisse terminer. 65%, on devrait pouvoir commencer. On le laisse terminer. On le laisse terminer. Vous allez réagir. 60%. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que moi je n'ai pas suivi ça. Son premier interview, peut-être que je n'ai pas suivi. Il faut aller écouter. Allons-y. Mais c'est pour dire que si le Premier ministre, je me dis, si le Premier ministre n'a pas fait cas des questions comment on appelle, de la question électorale, mais c'est parce que à l'instant où nous sommes là, c'est pas une préoccupation. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas là en train de lutter pour qu'il y ait des élections. On est en train de lutter. Mais ce que vous dites, s'il vous plaît, Nyoumou, laissez-moi poser une question. Vous aurez le temps de réagir. Il n'y a jamais eu un bloc d'élections dans ce pays. Il faut être discret. S'il y a un pays où les élections ont été tenues de façon régulière, et souvent même des élections même acceptées
presque en partie par l'opposition, c'est bien le Burkina. On n'a jamais eu un problème d'élection. Mais il y a ici une situation qui est venue remettre en cause le processus démocratique dans ce pays. Réalisons même les objectifs de la transition, les points qui sont donnés, même si le Premier ministre dans son discours, peut-être que les gens n'en ont pas fait cas, quand il énumère les éléments qui concernent évidemment les objectifs de la transition, il parle du retour de l'aspect sécuritaire avec la reconquête du territoire, il parle de la gestion notamment des déplacés internes, donc de la question humanitaire, il parle de la question du vivre ensemble et tout. Mais les dernières questions, il dit et les autres questions, c'est-à-dire qu'il ne les énumère même pas. Même dans son discours, vous les réalisez, vous le verrez. Il ne les énumère même pas. Et même dans les échanges, je veux dire, c'est vrai qu'il y a la condition de la sécurité, mais l'élection, le vote là, c'est l'aboutissement d'un processus. Et le processus, ça commence quelque part, ça se discute. C'est vrai qu'on fait la guerre, mais parce qu'il y aura des élections à un moment donné, on peut pouvoir parler de ce chronogramme. Oui, moi je ne veux pas justifier le fait que peut-être on ne parle pas d'élection, mais je voulais vous dire que si le Premier ministre, dans son discours, expressement n'a pas fait cas de ça, mais c'est parce que ce n'est pas une préoccupation du moment. Ça aussi, on l'a. C'est ce que moi j'ai compris. Il a été clair. Le Premier ministre a été clair. Il dit qu'on ne peut pas aller aux élections. Docteur on vous a compris. Pour vous, c'est parce que ce n'est pas prioritaire. Docteur Louré va réagir. Qu'il puisse expliquer pourquoi dans son discours. On a compris votre point. Je vais très vite sur ça. C'est ce que moi j'ai compris. Et on va passer à d'autres points. Donc je vais très vite là-dessus. Parce qu'en réalité, le problème de la transition, c'est de ne pas avoir une vision et de se fixer à cette vision. Je dis, on serait parti sur la base de la charte de la transition et que ce soit le discours du président ou du Premier ministre qui passe sur l'élément fondamental qui constitue cette transition, les 5 points principaux qui lancent cette transition, on n'aurait pas eu ce genre de débat. Mais il se trouve qu'on arrive à un certain moment où les gens veulent se croire louvoyer entre les mailles. Parce que dans les questions-réponses, c'est vrai, dans son discours, il ne fait même pas cas des élections, ce qui est triste parce que le Burkina Faso ne peut pas vivre dans un consensus tant que nous ne savons pas tous où nous vivons. Je ne vais pas revenir sur des sujets en arrière disant que la transition ne nous a pas présenté jusqu'à aujourd'hui le processus, la vision de la transition claire et nette, comment on doit tous adhérer. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais quand le Premier ministre fait un discours et il ne parle pas des questions des élections, alors que c'est l'accord avec la CEDEAO en disant que en juillet 2024, on va faire les élections, on est à quoi, 13 ou 14 mois de cela, et que des gens viennent me dire les élections ne sont pas une préoccupation, c'est comme un élève qu'on met au CP1. Je dis à l'instant où il non, on le laisse terminer. On laisse Docteur Louré terminer. On laisse Docteur Louré préoccupation. Docteur Louré, c'est la question. Achevez votre propos. Mais pour moi, aujourd'hui, très rapidement, je ne veux pas aller de 4 chemins. Seuls les résultats peuvent parler et plaider en faveur. Il me dit que 6 mois, c'est trop. Le président, quand il est arrivé, il a dit en 3 mois, je ferai ci et ça. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le président se rend compte que la gestion du pouvoir d'État, parce que je suis désolé de le dire, la question de l'État, la question de nos institutions, la question de l'administration publique, ce sont des questions qu'il faut militer pour, qu'il faut se renseigner sur, qu'il faut débattre là-dessus, qu'il faut se renseigner dessus. Et je suis désolé, aujourd'hui la transition prend à peine conscience de cela. Et pour terminer, je dis... Mais rapidement. Allez-y. Par rapport à ce que Louré dit. Le problème de Louré d'abord, c'est le refus que nous sommes en guerre. Louré a toujours refusé cela. Il refuse que nous sommes dans un moment exceptionnel, dans une période exceptionnelle. Vous-même, toi Louré même, vous avez été... On ne personnalise pas les débats ici. On ne personnalise pas les débats ici. Louré, laissez-moi, c'est moi qui... On ne personnalise pas le débat ici. Il donne ses avis sur une question. On ne personnalise pas le débat. Merci beaucoup. C'est pour dire que le problème, c'est quoi? Nous sommes en situation de guerre. Louré parle de la vision de la transition. Quelle est la vision de la transition? La vision de la transition, c'est la reconquête du territoire national. Si nous n'arrivons pas à reconquérir le territoire national, on organise des élections comment? Nous sommes en guerre et en période de guerre, comme on le dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre. C'est après la victoire qu'on va commencer à s'organiser la guerre. Voilà pourquoi je pose la question. Voilà pourquoi je dis, au moins ce calendrier peut être discuté et on peut en parler. C'est ça. Mais il faut ne l'évoque pas du tout, c'est un problème. Il faut reconquérir le territoire à un certain niveau pour parler de l'élection. Imaginez par exemple si le Premier ministre dit par exemple à l'Assemblée législative de la transition aujourd'hui, dans 6 mois, nous organisons des élections. Peut-être d'ici la fin de l'année 2023. Et si dans 6 mois,
nous n'arrivons pas à reconquérir ne serait-ce que 60-70% du territoire national. On fait comment? Nous rapidement, on va passer à une autre question. Allez-y. Vous avez 30 secondes. Le président a dit à 60% de contrôle du territoire. Vous l'avez déjà dit. Non, je vais venir. À 65%, on ne peut pas lancer le processus. C'est grave. On convoque le corps électoral quand? Donc, moi, je comprends que Dr Pépin et Sigri ne connaissent pas le processus électoral. Ce que je voudrais dire par rapport à la sécurité, c'est la contradiction que le Premier ministre a apportée à ce que le président a dit à la prise du pouvoir. Le président a dit à la prise du pouvoir que le problème sécuritaire est un problème logistique, de simple logique et de considération de personnes. Le Premier ministre, lui, vient dire que les militaires là, ils n'avaient pas d'armes. Ils se baladaient, ils s'échangeaient des armes défectuées. Regardez la gravité des choses par rapport à ce que le président nous a dit à la prise du pouvoir. Il y a une contradiction. On va évoluer. Voilà. C'est vrai qu'il y a la question, évidemment, de sécurité, avec les implications sur le chronogramme lui-même de la transition. Maintenant, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres éléments, parce qu'on sait que la transition aussi a pour vocation de travailler de façon structurante et structurelle pour que le Burkina ne retombe pas dans les mêmes erreurs. On parle d'une nouvelle constitution, et parlant des réformes, il a abordé. Il a dit que ça va se faire avec les COVED qui seront au centre, comité de veille pour le développement, c'est ça? C'est les COVED qui seront au cœur. Alors qu'on sait qu'il y a des groupes qui sont très identifiés au OSI, militaires eux-mêmes, comme religieux et coutumiers, et puis il y a les politiques. Ils n'en parlent pas du tout lorsqu'ils parlent de cette nouvelle constitution. Comment est-ce que, d'abord, ces réformes qui ont été annoncées, vous les voyez? Et la question de COVID qu'on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui, mais qui risque d'être centrale parce qu'il a défini la chose telle qu'elle. Comment vous l'avez accueilli, Sigiré? La loi sur le COVID, le comité de veille et de développement, je crois. Je crois que la loi a été votée. Il reste maintenant peut-être la formalisation, la mise en œuvre sur le terrain. J'ai l'impression qu'effectivement c'est lent, mais je crois que ça va venir certainement. Ça, c'est selon ma vision des choses. Mais c'est pour dire que dans l'ensemble, il ne faudrait pas que les gens nous poussent à retomber dans les mêmes erreurs. Moi, je suis désolé, je suis triste, je voulais dire parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on est en train de faire, c'est retomber dans les mêmes erreurs. En 2015, quand après notre insurrection populaire, nous avons organisé des élections. On était là, le honorable Youmé est là. Vous, les hommes politiques, on a organisé des élections parce que les hommes politiques ont voulu qu'on organise des élections. Nous autres, nous avons dit, moi j'ai écrit un livre. Vous savez, on avance dans le débat. Oui. La question des élections, là. La question des élections. On a fini avec. On est sur la question des réformes. Et il a parlé d'une constitution avec les COVED qui auront à jouer un rôle important. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je voudrais parler. Il faudrait que les gens attendent pour qu'on puisse mettre les réformes d'abord en œuvre. La constitution, je crois qu'il nous faut forcément, certainement une nouvelle constitution. La formalisation de ce comité de veille-là, d'ici les semaines à venir, je crois que la formalisation va se faire. Comme je l'ai dit, la loi a déjà été votée. Mais ce que je suis en train de dire, on ne peut pas tout faire en un temps record. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est ce que les gens n'ont pas pu faire en 5 ou bien en 6 ans, qu'ils demandent au gouvernement, vous m'excusez, c'est que les gens n'ont pas pu faire en 5 ou bien en 6 ans, ils demandent au gouvernement de la transition de le faire. Je ne sais pas en un laps de temps. C'est pratiquement impossible. Ils sont en train de travailler. La volonté est manifeste. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui au Burkina Faso. Ce que beaucoup refusent, ce sont les difficultés que rencontre la transition. La transition rencontre des difficultés venant de toutes parts. Et c'est une réalité sur le terrain. Mais le combat, il est manifeste. La volonté de changement est manifeste. La volonté de refondation même de notre nation est une volonté manifeste de la part du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse tout cela en 2 mois? Ce n'est pas possible. Le capitaine il a pris le pouvoir, ça fait combien? Ça ne vaut pas une année d'abord. Mais des grandes réformes ont été faites, des grandes initiatives ont été engagées. Il faudrait avoir le courage. Il faudrait avoir le courage. D'accord, mais là, vous ne centrez pas sur la question des réformes dont je parlais. On va y aller. Parce que là, il est question de constitution et ce que moi je voudrais dire, son process. C'est pas ces documents-là qui vont résoudre le problème du Burkina. Ni nouvelle constitution, ni COVED. Ils sont en train de mettre en place les COVED après avoir dissous les collectivités. Pourquoi? Ça, en fait, ce qui est en train de se faire n'a pas de sens. Il y a les CVD, les comités villageois de développement. Vous effacez ça et vous mettez des COVED. Vous dissolvez les collectivités et vous amenez des préfets pour gérer les collectivités. Donc moi, je ne comprends pas. On est en train de patiner. Une nouvelle constitution, ça va nous amener où? La constitution qui est là, qu'on a là, est-ce qu'on respecte ça? On ne respecte même pas. Et
on veut une nouvelle constitution, vous nous patinez, on va traîner et on aboutira pratiquement à rien de nouveau. Il faut que la transition ose, innove et s'engage vraiment dans des domaines qui peuvent changer le Burkina. Est-ce que la transition a un programme de changement de mentalité des Burkinabés? Sur les valeurs, on a entendu le Premier ministre étaler longtemps là-dessus. Mais ils ont fait quoi concrètement pour que les jeunes Burkinabés et nous qui sommes déjà rodés là, pour qu'on change? Rien. Vous écrivez de beaux textes et vous reposez les mêmes têtes là-dessus, ça donne le même résultat, nul. Allons-y. Oui, mais quand il parle d'innover, l'innovation c'est quoi? C'est faire des réformes. Et le problème aujourd'hui, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une crise du constitutionnalisme. Ça, il faut le dire clairement. C'est une crise du constitutionnalisme. Donc, il faut repenser notre constitution. Voilà, de sorte que ça soit une constitution qui puisse répondre, nous, à nos réalités et à nos besoins. Mais des constitutions qui ont été écrites par une histoire occidentale, voilà, et qui a été le produit ici d'un rapport de force historique qui a tourné en faveur de l'Occident. On vient, on nous impose une constitution calquée sur la constitution de 1958, la constitution française. On vient, on impose, et après on se rend compte qu'il y a des difficultés. Mais on dit de faire des réformes, de réfléchir, on trouve que c'est inutile, qu'on est en train de patiner. Mais quand il dit d'innover, mais la relecture, la réforme de la constitution fait partie de l'innovation politique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, la crise que nous traversons est une crise du constitutionnalisme et il faut revoir cette constitution. Et moi, je suis pour qu'on revoie cette constitution, qu'on puisse la repenser, revoir même nos institutions telles que ça a été conçu et telles que ça fonctionne aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais c'est que je ne comprends pas. Bon, des gens qui ont été dans les institutions de ce pays et après on est tombé dans cette situation. Bon, aujourd'hui, ils s'érigent en donnant des leçons où c'est eux qui doivent dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand ils étaient aux commandes là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on ne soit pas dans cette situation? Moi, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un tout détail. Je suis d'accord. Chacun prend sa contribution, on doit critiquer, mais qu'ils sachent aussi que c'est eux qui étaient dans les institutions et ils nous ont mis dans la situation dans laquelle nous pouvons aujourd'hui. Ce qui se passe. C'est un tour d'étape. On va terminer par l'ouvrir sur la question. Et sur la question des réformes. Oui, c'est manifestement ne pas savoir comment nos institutions fonctionnent quand il dit ça. Tous ceux qui connaissent comment nos institutions fonctionnent savent que dire ça, je m'excuse vraiment, mais c'est l'une des grosses bêtises qu'on a tendance à répéter. Je m'excuse vraiment. Bon, non, mais même quand vous vous excusez, ça ne vous donne pas le droit de dire certains mots. Il faut souvent clarifier les choses. Un député, sa voix n'est qu'une voix parmi les 127 députés de l'Assemblée nationale. Et quand on est en transition, sa voix n'est qu'une des voix des 60 combien députés de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire sa voix n'a pas de portée autre. On peut accuser les présidents parce que tout leur revient. On peut accuser à la limite les premiers ministres parce qu'ils ont une grosse charge. À la limite encore des ministres. La nouvelle constitution. Quand on dit ça, la nouvelle constitution, je rebondis rapidement dessus. Je m'excuse, mais il fallait que je clarifie. Docteur Olebobin. Non, il fallait que dans ce cas de figure-là, on risque en fait. Non, je m'attends à plus que ça. Je m'attends à plus que ça. Si c'est ça, connaître le fonctionnement des institutions. Dans ce cas de figure-là, désolé. On aura accuser quelqu'un dans ce cas de figure, je pense qu'on se coûte au moins. Elle est tellement vous avez votre temps de parole, vous avez lancé des pics. Et lui, il est en train de terminer. C'était le dernier tour de table d'ailleurs sur la question des réformes. Comme j'ai dit, la Constitution. Oui. En réalité, M. Nimou l'a très bien dit, en réalité, aucune réforme ne sera respectée tant que cela ne nous habite pas. Et ce que M. Nimou dit, les transitions sont les périodes charnières pour imposer une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. C'est-à-dire qu'au-delà de faire des réformes sur des papiers qui seront reversés à des gens qui ne pourront peut-être pas le respecter, il aurait fallu montrer l'exemplarité. Je vous dis, vous partez dans toutes nos administrations publiques burkinabées, ils sont autant pires qu'au temps de Roch, ils sont autant pires qu'au temps de Damiba, ils sont autant pires qu'au temps de Blaise Compaoré. Parce que le changement, le rêve, je peux citer l'exemple de la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara. En 6 mois, a changé le comportement du citoyen burkinabé parce qu'il y avait une impulsion de l'intérieur et de l'exemplarité. Tous les dossiers qu'on envoyait de corruption au niveau de l'État, c'est resté sans suite. L'administration publique continue de faire, au fait, quand on dit réduction, j'ai vu le Premier ministre qui parle de réduction du train de l'État. Il faut recentrer sur la question de la Constitution et des réformes. Les réformes qu'on est en train de chanter, je pense que ce sont des gens qui se chatouillent pour sourire.
la meilleure manière de reformer le citoyen, de se reformer l'État burkinabé, c'est d'abord ériger une manière de faire dans l'administration publique burkinabé par l'exemplarité et un fonctionnement, ce que j'appelle une vision de la performance du service public burkinabé, ce qui n'a jamais été fait en 8 mois. Aujourd'hui, l'administration est encore pire qu'il y a des années de cela. On peut dire que c'est faux, mais on a suscité des débats sur des questions qui n'ont jamais été respectées. On l'a compris. On va... Même une minute. Vous avez votre temps de parole sur la question des réformes. Parce que si on veut réagir ici au propos des uns et des autres, je pense qu'on va faire une émission dans l'émission et ça va terminer dans une émission dans l'émission. Non, je vous dis, c'est par rapport à il y a aussi un autre point sur lequel le Premier ministre était attendu, c'est, on va dire, les choix dans notre diplomatie. Et là, concrètement, peut-être certains s'attendaient à savoir concrètement qu'est-ce qu'on a gagné à aller vers X, vers Y, de façon un peu plus concrète. Il a même, dans son discours, évoqué les possibilités avec le Venezuela où il était allé il n'y avait pas si longtemps. Il y a une commission mixte qui a été installée. On a des ambassades qu'on a tenté d'ouvrir avec certains États où on n'était pas forcément en relation si chaude. Mais est-ce que vous, même si on sent cette diplomatie-là, en tout cas à un virage, à un tournant qui est vraiment chose là, qui est différent du passé, est-ce que vous avez senti ce bilan-là si positif que ça? Je crois que ce bilan est positif. En matière de partenariat, comme je l'ai dit la dernière fois ici, nous ne sommes pas génétiquement liés à un pays. Nous ne sommes pas génétiquement liés à un pays. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche de nos intérêts. Quel pays peut nous aider en matière d'intérêt? Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement a décidé de diversifier les partenaires en allant vers d'autres pays, en allant vers la Russie, en allant vers le Venezuela. Et même dans le bilan, le Premier ministre l'a dit, il y a des partenaires qui ont refusé de nous vendre des armes. Pourquoi? Alors que nous étions d'anciens partenaires, nous étions d'anciens amis. Et ces gens ont refusé de nous vendre des armes. Nous sommes allés vers d'autres partenaires qui ont eu à nous vendre des armes et à un coût encore réduit. Qu'est-ce qu'on souhaitait? C'était notre objectif, c'était notre souhait. Avoir de l'armement, avoir des armes, avoir du matériel, avoir de la logistique pour faire la guerre. Si aujourd'hui nous avons des partenaires, que ce soit l'Iran, que ce soit des États cubains, que ce soit n'importe quel pays qui peut nous accompagner à ce niveau-là, c'est ce qui nous avantage. En tout cas, c'est ce qui intéresse le peuple, c'est ce qui intéresse les masses. Nous voulons faire la guerre, nous avons du matériel. Si nous avons des partenaires qui étaient avec nous depuis 50 ans, depuis 60 ans, et qui ne peuvent pas nous aider, et que nous pouvons aller vers d'autres partenaires pour avoir ce matériel-là, c'est tout à fait normal. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement est en train de diversifier les partenaires. Je termine, honorable. Le gouvernement est en train de diversifier les partenaires et c'est dans ce cadre-là. C'est pour dire que qu'est-ce que les gens veulent? Les gens se demandent pourquoi nous quittons peut-être d'anciens partenaires pour chercher d'autres partenaires. Mais écoutez, même dans la vie de quelqu'un, le divorce n'est pas interdit. Il y a des gens qui ont divorcé 2 fois, 3 fois, ils ne sont pas morts. Et après, moi j'ai eu à quitter les amis, je ne suis pas mort. Mais vous êtes avec quelqu'un pendant 60 ans. Mais je le dis, qui ne vous rapporte rien, qui fait semblant de vous aider, mais qui ne vous aide pas. Vous êtes dans des difficultés. Vous savez que la personne a des moyens. Vous êtes avec un millionnaire. Vous êtes dans des difficultés, la personne vous donne 2000 francs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes rationnel, et je suis cartésien, et je dis encore à Louré, mais vous quittez pour aller vers d'autres partenaires. Je vous lance en même temps parce qu'on reste toujours dans le même cadre de la diplomatie. Oui. Il est revenu aussi sur un thème qui lui est cher. Je pense que chacun va réagir aussi là-dessus. Oui. C'est la question de la fédération. Parce que beaucoup ont dit, ok, c'est bien, ça a été dit. Mais on en est où? La fédération, elle est importante. Elle est importante. Ce que les Lourés ne comprennent pas, j'apprécie Louré, il connaît très bien soigner les gens, mais en matière de sciences humaines, il faut dire vraiment, c'est mon ami. Ne personnalisons pas le débat ici. C'est mon ami. Il aura son temps de parole, il va vous répondre. Allez-y. Voilà, donc c'est pour dire qu'à ce niveau, la fédération, elle est importante. Nous sommes arrivés à un certain niveau où nous avons reconnu que nos micro-États, nos petits États, individuellement ne peuvent pas faire. Sankara a tenté, mais ça n'a pas donné un bon résultat. Pourquoi? Parce que le Burkina s'est retrouvé à un certain moment esselé, si je peux m'exprimer ainsi. Et le Premier ministre a une vision qui consiste à aller vers la fédération. Fédération Burkina, Mali, Guinée, mais ça commence comme ça. Et il a pris l'exemple avec les États-Unis d'Amérique. Ça a commencé aujourd'hui, c'est 54, mais c'est 53 États, mais ça a commencé avec 13 États. Qu'est-ce qui prouve que nous aussi, peut-être, ne serait-ce que la fédération Burkina-Mali, peut-être qu'avec l'État, d'autres pays viendraient nous rejoindre. Et vous savez qu'il y a des pays aussi dans lesquels actuellement ça chauffe. Qu'est-ce qui prouve que dans 6 mois, dans 7 mois, c'est que je veux dire, non, il y a les regroupements, c'est pas ça le problème. Il y a plein de regroupements, il y a pas qui a été créé il n'y a pas longtemps, il y en a beaucoup. Mais c'est pas pour autant que dans ces regroupements-là, ils prêchent une fédération.
c'est pas pareil. Là, c'est un autre niveau, hein, la fédération. La fédération, c'est notre niveau, mais on peut aller vers là. Mais permettons de quoi, M. Faha? Permettons de quoi que la fédération fédérée mettre 2 pays ensemble pour faire un seul pays? C'est bien possible, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie. Merci. D'accord. Nimou, je vous sentais Langui, là, vous vouliez réagir sur la question de diplomatie. Oui, je comprends que Siguéré, il veut faire le rêve des grands, à l'image du Premier ministre. Mais je crois que la transition ne doit pas disperser le peu d'énergie dont nous disposons. La question de la fédération, nous savons tous que ça a échoué dès la naissance. Et ça va échouer. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est clair. C'est mathématique. Pourquoi? Mathématiquement, ce n'est pas possible. C'est du pessimisme. On est 3 pays à vouloir faire la fédération. Qu'est-ce que chacun va mettre sur la table? Nous allons mettre nos armées ensemble. Nous allons mettre, comme lui-même il le dit, nos affaires étrangères ensemble. Ça donne quoi? Dans un village planétaire qu'est le monde aujourd'hui, où chacun peut prendre sa sacoche et puis aller au Venezuela comme il l'a fait. Et au retour, il dit, bon, écoute, il y a des hommes d'affaires qui m'ont demandé, qui sont intéressés. On dirait qu'on est en train de gérer une famille. Attention, il faut qu'on aille doucement et qu'on se recentre sur les objectifs de la transition. Parce que cette question de fédération, la diplomatie qui se mène actuellement là, il ne faut pas sauter, aller attraper une branche qui va se casser, alors que le tronc est là à côté de toi. Qu'est-ce que nous avons fait pour être très amis avec nos voisins, qui peuvent nous soutenir quand les terroristes nous attaquent et retournent dans des bases arrière? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais pendant ce temps, nous allons nous balader à Caracas, nous revenons, on ne peut même pas aller à Dori. Ce sont des missions. Bon, alors, sur la question de la diplomatie. Oui, et le point qui a été fait. Par rapport à ça, bon, moi je vois que les pessimistes. Je suis réaliste. Non, c'est ton. Je préfère être réaliste. On vous a compris. On est dans un domaine de croyance. Non. Voilà, on peut croire à la fédération ou on peut ne pas croire à ça. Mais là où ça me pose problème, c'est que bon, quand on dit non, il n'y a rien qui est fait pour changer les mentalités, il n'y a rien qui est fait. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré par Akaya dit qu'on va révolutionner notre mode de vie, on dit qu'il est en train de faire la politique. Quand l'autre il est venu pour la sécurité, il dit qu'il est venu pour faire la sécurité, il commence à faire la politique. Bon, quand il dit non, on va faire telle saison, on dit qu'il a été de faire la politique. Il y en a un qui dit mais qu'il est venu, que la transition a une durée de 2 ans. Comment dans 2 ans il peut dire qu'il va faire ça? L'objectif de la transition, c'est pas ça, c'est de sécuriser le pays, organiser les élections. Bon. Mais si la situation de la nation pour la diplomatie, c'est qu'on s'attendait à des éléments concrets qui sont donnés par rapport à la question. Voilà ce qui va venir, voilà ce que j'ai pu négocier. Par rapport à la question de la diplomatie. Les gens attendaient aussi ces éléments. Oui, en fait, c'est une introduction. Je voulais aborder ça. Allez-y. J'ai suivi le discours du Premier ministre par rapport à la question de la diplomatie. Ce qu'il faut relever aujourd'hui, c'est que, en tout cas, il y a une diplomatie audacieuse. Okay. Ça, il faut le dire. Ce qui a été mené comme diplomatie, je n'ai pas vu, ou je ne vois pas un régime élu qui pouvait faire ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc, il faut féliciter la transition pour cette audace qu'elle a eue, pour, en tout cas, entreprendre ici vraiment une reconquête diplomatique dans la souveraineté. Et ça, il faut saluer cette transition. Maintenant, là où ça me pose problème, c'est que jusqu'ici, on nous dit non, et voilà ceux avec qui on a payé les armes, voilà on cite les noms, et ceux qui refusent de nous donner les armes, jusqu'ici, on ne donne pas les noms de ces pays-là. Et je l'ai toujours dit, voilà, si on peut nous donner les noms de ceux qui sont nos vrais amis, nos vrais alliés, de ceux qui acceptent nous vendre les armes, mais il faut qu'on nous dise aussi ceux qui refusent de nous donner les armes. Et vous allez les combattre? Voilà, non, pas les combattre. Oui, quand même, il est intéressant aussi qu'on connaisse nos vrais alliés et nos faux alliés. La langue ça voilà. Jusqu'à la fin. Oui, justement. Bon, on cite des pays et on nous met, et puis on refuse de citer des autres pays. Maintenant, en ce qui concerne la fédération, et la question de la fédération ne me pose pas le problème. J'ai déjà mené une réflexion sur ça. Fédéralisme et souveraineté des États en Afrique blanc en perspective. En 2011, au centenaire de Kwame Nkrumah, où il y avait un colloque international qui était organisé à Accra, et il y avait à la présence de Abdoulaye Wade, qui était la John Attamus, et Kenneth Kaunda et les autorités de l'Union européenne, où j'ai eu à mener une réflexion dans ce sens. Mais là où ça me pose problème, c'est quand je vois le Premier ministre parler de fédération, de fédéralisme, il dit qu'il faut oser inventer l'avenir. Et en même temps, il dit on n'est pas sûr de réussir, mais quand même on aurait essayé. Bon, c'est là que je ne comprends pas le Premier ministre. Parce que quand il dit ça, mais c'est comme si... Il y a un aveu. Mais oui, il y a un aveu d'impuissance. Mais déjà, vous voulez entreprendre, vous dites qu'il faut oser inventer, c'est-à-dire qu'il faut aller au combat.
Voilà, il faut coûte que la fédération soit une réalité. Bon, une union, c'est ça, même si ce n'est pas la fédération, mais quand même que ça ait une forme d'une union. Mais en même temps, vous semez le doute, vous êtes dans l'incertitude. En vrai, vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous voulez faire. Mais comment vous voulez mobiliser les gens autour de ce projet-là? C'est ça aussi la question. Voilà. Donc à ce niveau, quand le Premier ministre Joël Maïga est venu, parce qu'il a dit ça, avec ça. Oui, il a dit ça à son discours de politique générale, mais quand le Premier ministre malien est venu au FESPACO, il a dit tout ce que nous voulons entreprendre, il faut qu'on dise que ça doit réussir. Obligatoirement, il faut que ça aboutisse. J'ai eu comme l'impression qu'il voulait un peu répondre à notre Premier ministre qui disait non, on va faire la fédération, on va aller en fédération, mais en même temps on émet des doutes, on n'est pas sûr d'aboutir. Donc moi je pense qu'il faut être ferme. Si on veut aller à la fédération, il faut aussi qu'on s'engage. Kwame Nkrumah qui portait le projet de l'unité africaine n'était pas dans le doute. D'accord. Voilà, il s'est engagé résolument jusqu'à ce qu'on a pu atteindre les résultats qu'on a eu aujourd'hui. C'est là où vraiment je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre. On vous comprend. Voilà. Docteur Louré. Merci. Pour être sincère, j'envie mon ami Sigiri et puis docteur Olo Pépin par leur simplicité de la vision des questions d'État. Non. Vous allez réagir, parce qu'on aura un dernier tour d'étape tout à l'heure. Allez-y. Je le dis sincèrement, parce qu'on ne peut pas émettre des actions et ne pas s'attendre à des conséquences. C'est comme vous et votre voisin. Si vous émettez des actes, vous allez vous attendre à des conséquences. Et quand je vois le ministre de la Défense qui dit que non, il n'y a pas une coalition. Ce sont les conséquences de ce que nous avons commis. Le Burkina Faso ne fait que partie des pays les plus pauvres de la planète Terre. Nous avons notre fierté, nous avons ce chauvisme-là, mais pour le bonheur de notre population, nous devons avoir un certain réalisme du terrain et manœuvrer conséquemment. Je le dis et je le dis sincèrement. Aujourd'hui, on fait des supputations, on veut de la souveraineté. Le président de la transition... Mais le fait est, et ça aussi c'est l'argumentaire qui nous est donné, oui. Et c'est difficile aussi d'aller contre ce constat. Vous avez eu tous ces partenaires-là, mais vous continuez d'être, comme vous dites là, dans cet état. Est-ce qu'il ne faut pas essayer ailleurs? Est-ce que c'est pas ça la logique aussi? Non, en fait, j'en arrive en fait. En réalité, je continue en disant, en réalité, le président de la transition et le Premier ministre ne sont pas les hommes de discours comme il le dit. La fonction présidentielle et la fonction de Premier ministre, ce sont des fonctions d'action, parce qu'on a tous les leviers d'action. Nous avons eu ce partenariat durant des années, ça n'a pas marché. Certainement, parce que certains ont plus pensé à leur propre intérêt qu'aux intérêts de leur population. Je peux prendre des exemples. Le Rwanda. On va pas trop détailler parce qu'on va finir par eux. J'en arrive rapidement. Le Rwanda. On va pas. Non. Vous allez faire le tour de table. C'est un tour de table, c'est son temps de parole. Mais là-dessus, moi, je pense qu'on a compris. Mais je veux que vous alliez très rapidement sur la question de fédération. Parce que après, je veux que vous terminiez avec votre insatisfaction sur le plan économique et je vais permettre aux uns de réagir, aux autres de réagir là-dessus. Très bien. Ça sera le dernier tour de table. Très bien. Puisque la question, le point économique quand même qui est quand même assez question important. De la fédération, en réalité, l'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Mais la fédération qu'on veut nous faire croire, c'est une fédération de pays qui sont en crise avec la CEDEAO et l'UEMOA parce que ce sont des pays qui ont fait un coup d'État. C'est-à-dire qu'on ne se fédère pas parce que nous avons analysé au préalable, avoir des objectifs communs, une vision commune, prolongé sur le long durée avec un cahier de charges bien, mais c'est parce que la CEDEAO et le MOA nous ont éjecté qu'on fait du fédéralisme. C'est du fédéralisme de circonstances qui ne peut pas servir l'intérêt du peuple burkinabé. Je suis désolé de le dire. Et on termine avec le dernier point, c'est l'économie. Ce sera le dernier tour de table. Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas eu les chiffres, là-dessus vous avez des insatisfactions, ça n'a pas été bon? Vous savez, nous sommes dans une situation avec une tension, ce qu'on appelle une tension de trésorerie. Aujourd'hui, l'État burkinabé fonctionne à 80%, si on peut me rectifier, on me rectifie, sur ce qu'on appelle nos recettes propres, ce sont les impôts. Nous avons les mines qui ont permis au budget de l'État burkinabé de flamber. Aujourd'hui, l'essentiel des mines sont fermées. L'économie qui paye les impôts, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver de l'argent pour faire de la guerre. Il faut trouver de l'argent pour faire fonctionner l'État burkinabé. On ne peut pas, à l'état actuel, parler de la situation de la nation sans ne pas faire point sur la situation économique du pays, de telle sorte qu'on puisse renseigner les Burkinabés où nous en sommes.
qu'est-ce que nous prévoyons, quelles sont les solutions. Je ne le souhaite pas, mais il ne serait pas étonnant que dans les mois à venir, que le Burkina Faso tombe en défaut de paiement. Aujourd'hui, nous faisons, je termine sur ça, rapidement. Nous faisons une chose et son contraire. L'impérialisme abat, oui, je suis d'accord, l'impérialisme abat. En même temps, on va prêter 200 et quelques milliards à la Banque mondiale que nous avons su à tout moment. Quand la Banque mondiale a toujours prêté de l'argent, ça a été dans des conditions en défaveur des États. Mais les Ségri applaudissent quand même. D'accord, Ségri. D'abord, je voudrais souligner, nous devons faire un cours de philosophie politique à des gens. Il ne saurait être, en tout cas, mon professeur de philosophie politique, je n'ai pas à m'apprendre cela. Je ne sais pas. Ni encore. Par rapport à la situation économique, nous n'avons pas dit que nous allons nous enfermer sur nous-mêmes. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre de façon isolée. Ce n'est pas possible. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est ça. Nous pouvons, sur le plan économique, continuer à faire des affaires, avoir des partenariats avec d'autres pays. Ce que le Premier ministre a reconnu dans tout cela, c'est que dans tout cela, il faut préserver nos intérêts. Il faut préserver les intérêts des masses. La situation économique, elle est difficile, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Même quand la France était en guerre, la situation économique était difficile. Quand les États-Unis, même quand ce soit le Japon, que ce soit l'Allemagne, quand tous ces États étaient en guerre, la situation économique était difficile. Vous voulez quoi d'exceptionnel pour un pays qui est en guerre, M. Louré? Il n'y a pas d'exceptionnel quand la situation économique est difficile. La situation économique est difficile et on ne sait pas. Voilà pourquoi on essaie de mobiliser les masses pour encore contribuer, pour essayer de relever ce défi économique-là. Et c'est tout à fait normal. Dans tout pays en guerre, la situation économique est difficile. Oui, mais on essaie de remonter. Mais il y a des alternatives qu'on offre. Je pense que c'est l'exercice du Premier ministre pour dérouler ce qui a été fait sur ce plan-là. C'est tout ce que j'ai dit. Il a parlé de la mobilisation des masses, il a parlé de la cotisation, le fonds de soutien à l'effort de guerre, il a parlé de ça. Il a même donné des chiffres. D'accord, non, allez-y. Non, on va pas sur des jugements de valeur très vite. Non, je suis désolé. La mobilisation des masses ne vaut même pas 20 milliards. Vous avez eu le temps. Désolé vraiment. Mais ça, il faut que je le relève. Allez-y. Vous avez suivi avec moi dans les discours du Premier ministre, il a dit qu'ils ont fait une économie de 20 milliards parce qu'ils ont réduit le train de vie de l'État. Vous êtes sûr que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est très bien. Mais malheureusement, moi j'ai des inquiétudes. Sauf que ce que je sais, je ne suis pas financier ni inspecteur du Trésor. Donc vous ne devez pas douter alors. Mais je dois être un citoyen lambda qui est capable de dire ah bon, on a diminué ici, ça fait tant, on a diminué ici, ça fait tant, et c'est ça qui fait les 20 milliards. Mais malheureusement, ce dont je suis sûr, c'est que l'État doit beaucoup d'argent aux entreprises. Ouais. Les entreprises meurent à cause de la dette intérieure. Ouais. Est-ce que ça va nous conduire où? Mais pire que ça, on voit des choses qui sont très compliquées. Vous avez suivi avec moi le scandale sur les timbres. Et le président a annulé le marché. Vous pensez qu'on ne va pas perdre des milliards? Bien sûr, c'est une évidence. Parce que si le tribunal administratif de Ouagadougou ne peut pas nous départir, bon, ça c'est un exemple. Le tribunal arbitral va nous départir. On revient je voudrais vous faire comprendre que nous devons avoir de nouvelles stratégies. Créer un climat qui permet aux entreprises de fonctionner pour que l'économie tourne. Même les ménages se meurent de leur pouvoir d'achat qui s'affaiblissent. Croyez-moi, si vous allez dans les quartiers et de Ouagadougou et dans les villages, c'est assez compliqué. La situation, on comprend qu'elle est difficile. Maintenant, le plus intéressant, c'était plutôt les solutions pendant ces 6 derniers mois qui ont été celles du Premier ministre et ce qu'il a défendu. On comprend que vous avez dit une situation qui est difficile. On n'est plus par le temps. Docteur Lopépin, sur ce chapitre économique. Oui, sur la question économique, il dit que le Premier ministre n'a pas abordé ça. Je pense que c'est bien ça. Non, il a abordé même les questions de route, infrastructure. Oui, c'est tout ça. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient... Mais à moins qu'il me dise ce qu'il entend par économie. Parce qu'il dit non, il n'a pas évalué le volet économique. Qu'est-ce que lui il attend par économie? Je ne sais pas trop. Voilà. Mais je pense que dans le discours du Premier ministre, les questions économiques apparaissent. Maintenant, si peut-être dans ces questions économiques, il a des centres d'intérêt particuliers qui n'apparaissent pas, là, il peut le préciser. Sinon, la question économique apparaît. Ok, là n'est pas le problème. Mais tout le monde sait que le Burkina Faso a toujours connu des situations difficiles sur le plan, en tout cas économique, sur le plan de la mobilisation des ressources et autres. Ça au moins c'est clair. Voilà. Donc même il dit non, une économie qui tourne les recettes, c'est sur les impôts. Mais ça a toujours été comme ça.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est bâtir une économie prospère et indépendante. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, il faut poser les bases. En posant les bases, c'est quoi? Il faut régler la question sécuritaire, stabiliser le pays et maintenant procéder à une relance économique. Voilà. Nous avons des ressources, il faut les mettre ça en valeur, il faut les exploiter. Voilà. Il faut une bonne gouvernance financière. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et il faut lutter contre la corruption. Et ça, c'est une politique qu'il faut mettre en œuvre. Mais pour l'heure, à l'heure où nous sommes en train de parler, mais la crise politique entraîne nécessairement une crise économique. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est au gouvernement de proposer des alternatives. Oui, mais bien sûr. Il appartient ici à ceux qui gouvernent ici, voilà, de trouver en tout cas des solutions rapides à la crise. Et je pense que sur le plan de l'agriculture, si j'ai bien écouté le discours, il y a des initiatives quand même qui sont en train d'être prises, voilà, pour accompagner l'agriculture. Il y a pas mal d'activités quand même qui ont été annoncées. Si ça venait à être... Et on verra donc ce que tout ça va donner. Merci. Donc quand on dit économie, bon, il faut qu'il... Merci. Non. On va pas terminer. Non, c'est pas pour revenir sur ça, c'est tout autre chose. Si je vous donne un temps de parole, je vais vous donner à tout le monde. C'est 30 secondes, je vous en prie. D'accord, 30 secondes. Allez-y. Non, c'est juste pour revenir et porter mon soutien à tous les leaders d'organisations de la société civile qui sont présentement en prison pour, je pense que certains pour n'avoir pas dénoncé pour pas mal de choses. C'est apporter vraiment mon soutien à ces gens-là en disant que la vérité finira par triompher. Les 30 secondes sont finies. Si quelqu'un a ces 30 secondes, pour ne pas qu'on dise que j'ai fait du favoritisme. Moi aussi, nous aussi, nous leur apportons le soutien. Merci. Et moi, je demande à la justice de jouer son rôle régalien dans la République pour soutenir, instaurer la discipline, parce qu'aucun pays ne peut prospérer dans l'indiscipline. D'accord, Nyoumou? Moi, je voudrais dire à la transition de se concentrer sur les objectifs et de ne pas disperser le peu d'énergie dont dispose le Burkina pour avancer. Docteur Lopépin? Oui, et moi je trouve que ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on évite de faire du négationnisme. Voilà. C'est-à-dire qu'avoir des postures tout en négationniste, ça n'a jamais... Il n'y a pas de lien entre le développement et le négationnisme. D'accord, on l'a compris. Merci en tout cas à vous d'être passé sur ce plateau-là. Merci Dr Lopépin, sociopolitologue, chercheur au CNRST. Merci à Dr Aluna Louré, qui est porte-parole du collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion victimes de menaces au Burkina Faso. Merci à Bourema Nyoumou, ancien député, membre du bureau politique national du PPS, Parti panafricain pour le salut. Merci aussi à vous, Adama Sigiré, écrivain et coordinateur national du Rassemblement des intelligents pour la solidarité de l'Afrique. C'est cela. Merci en tout cas d'être passé et d'avoir partagé votre regard. Ça a été un plaisir de vous avoir. On va continuer, nous, ce JDS, le journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, celle santé. Hier, 3 juin, le monde célébrait et commémorait la journée mondiale des pieds beaux, une maladie congénitale caractérisée par une déformation des pieds constatée dès la naissance ou lors des échographies à un certain nombre de mois donc de la grossesse. Et chaque année dans le monde, ce sont pas moins de 174 000 cas qui sont découverts. Il faut dire qu'au Burkina Faso, il y a ceux-là qui ont la chance de bénéficier depuis 2017 d'un traitement grâce à un programme dans 7 centres de santé dont l'hôpital Chifra. Et donc pour marquer cette journée, il a été organisé une cérémonie de remise d'attestation de guérison aux enfants qui ont bénéficié du traitement et donc qui sont guéris. Plus de détails dans ce reportage qui est signé Fatimata Nikema avant de mieux connaître justement de ces déformations. Chaque année au Burkina Faso, 1000 enfants naissent avec le pied beau, une malformation congénitale qui handicape les enfants qui ne sont pas pris en charge. Et c'est pour venir à bout de cette maladie que le programme Hopewalks s'est installé au Burkina Faso il y a plus de 5 ans. Selon le docteur Faisal Oubda, manager du programme Piebo Hopewalks au Burkina Faso, le traitement était de 11% avant l'implantation du programme. Aujourd'hui, il est à 20% grâce à la méthode Ponseti. Une méthode mondialement reconnue avec 90 à 95% de taux de succès. Nous sommes autour de 5% de récidives, 5 à 10% de récidives. Et les récidives surviennent la plupart du temps au moment du port de l'attelle.
parce que pendant le plâtre, les rendez-vous sont rapprochés, mais pendant le port de l'attelle, les rendez-vous sont espacés de 3 mois, voire souvent de 6 mois. Donc, au moment du port de l'attelle, les récidives peuvent survenir, soit parce que les parents ne suivent pas bien les instructions, soit parce qu'il y a des barrières comme le transport pour accéder aux différents centres de traitement. S'il y a des parents qui ont du mal à suivre convenablement le traitement qui dure généralement 4 ans, d'autres l'ont suivi à la lettre. La preuve est que leurs enfants sont aujourd'hui guéris. C'est le cas de la fille Zombré. Son géniteur Saturnin Zombré s'est réjoui aujourd'hui de son état de santé, même s'il reconnaît que le traitement était un peu douloureux pour l'enfant. Au début, on commence par faire le plâtrage pendant une certaine période, 3 à 4 semaines. Et ensuite, on utilise les attelles en continu pendant 3 mois. Et après ça, maintenant, c'est les attelles juste la nuit. Au début, ça n'a pas été facile pour l'enfant parce que c'était assez douloureux. Comme il fallait tourner un peu le pied pour que ça soit droit avant de mettre le plâtre. Donc au début, quand on finissait le plâtrage, bon, ça pleurait, mais bon, après 2 semaines, bon, les pleurs étaient finis. Tout comme cet enfant, ils sont nombreux ceux qui ont été pris en charge dans les différents centres de santé partenaires du programme HopeWorks. Ce 3 juin 2023, journée mondiale des pieds beaux, ils ont reçu leurs attestations de guérison tout en célébrant leur victoire sur la maladie. Retour sur ce plateau pour, comme je le disais en introduction, donc mieux comprendre cette question de pied beau là. On sait que c'est une maladie congénitale, comme on le disait, une malformation qui se constate pour beaucoup à la naissance de l'enfant, mais ça peut être décelé un peu plus tôt. Nous sommes rejoints par Dr Oubda. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'accord. On l'a vu déjà dans le reportage, et puis je tiens ici, voilà, une claire, on va dire, représentation du pied beau. Exactement. Voilà. Maintenant, on a suivi le reportage. Depuis 2017, quand même, il y a 7 centres qui essaient de venir en aide aux parents et aux enfants qui souffrent de cela. Mais on se dit, quand on dit pied beau, c'est héréditaire. Non, c'est pas héréditaire. Quelquefois, on dit non. Il se pourrait que si vous avez quelqu'un dans la famille, ça pourrait arriver. Héréditaire ou pas, à la fin? Alors, merci beaucoup. Il faut dire que tout cela revient à la cause du pied beau congénital qui n'est pas encore clairement définie. Parce qu'il faut de la recherche pour rechercher cette cause-là. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fonds ou de financement dédiés à la recherche pour ce qui concerne le pied beau congénital. Peut-être que parce que ce n'est pas une maladie qui tue, entre guillemets, comme la méningite ou le paludisme, mais c'est une maladie qui a un pronostic fonctionnel sur toute la vie de l'individu touché. Mais on doit dire que présentement, nous constatons qu'il y a une influence héréditaire, certes, lorsqu'il y a déjà eu une histoire de pied beau qui est apparue chez les grands-parents, les arrière-grands-parents, le risque que ça réapparaisse dans la famille plus tard est légèrement plus élevé que lorsqu'il n'y a jamais eu de pied beau dans la famille. Mais vous avez également des familles où il n'y a jamais eu d'histoire de pied beau et ça apparaît subitement. Justement, quand on dit pied beau, parce qu'on voit avec ce qu'il y a là, on voit qu'il y a une claire déformation ici. Mais à l'intérieur, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique cette déformation-là? Merci beaucoup. Il faut dire que c'est au cours du développement de l'embryon, du fœtus lors de la grossesse, que les fibres collagènes des différents ligaments et tendons du pied, en fait, vont se raccourcir, si on peut le dire. Donc, ça vient de là. Ce ne sont pas les os qui sont touchés, ce sont les ligaments et les tendons du pied qui se raccourcissent dans certaines parties du pied, d'où ces ligaments et ces tendons qui sont un peu élastiques, qui perdent leur élasticité en se raccourcissant et qui tirent le pied vers l'intérieur et le talon vers le haut. D'accord. Et quand on voit, c'est que il y a beaucoup, chez nous il n'y a pas forcément les moyens, donc c'est à la naissance, pour beaucoup qu'ils constatent que l'enfant il est né mais il y a une petite malformation. Et dès les échographies, on peut le savoir, mais il faut que ça atteigne un certain nombre de mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, la plupart des enfants dont le diagnostic a été fait de manière prénatale, c'est autour du 6e, 7e mois de grossesse. Et là, il faut encore être dans un centre où le radiologue ou celui qui fait l'échographie est chevronné pour prendre son temps, pour regarder tous les aspects du fœtus et voir s'il n'y a pas de malformation. Donc, nous avons pu, sur les 1000 enfants que nous avons traités, il y a moins d'une dizaine, en fait, dont le diagnostic a été fait avant l'accouchement à travers l'échographie. Quand on le sait tout,
c'est toujours à la naissance qu'on va commencer à traiter ou comment ça se passe? Alors, dès qu'on le sait au niveau de l'échographie, il y a un processus de counseling qui va être fait auprès des parents pour les rassurer et dès que l'enfant va naître, nous allons procéder au traitement dès les premiers jours de vie parce que plus le traitement est fait tôt, parce que les ligaments sont toujours souples au moment de la naissance, plus le succès du traitement va être excellent. Et quand vous dites succès, ça veut dire que ça peut ne pas marcher? Oui, alors la technique que nous utilisons, c'est une technique mondialement reconnue, dite la technique de Ponseti. Et la journée mondiale du pied beau, c'est la date anniversaire du docteur Ignacio Ponseti qui a créé cette technique-là. Elle est efficace à 95% parce qu'elle a été testée sur plusieurs continents, y compris le continent africain. Et la plupart des recherches montrent qu'elle est efficace à plus de 95%. Lorsque le processus de traitement est respecté et par les parents et par l'équipe médicale qui est mise en place. Donc c'est conditionné par le suivi de ce processus médical-là. Parlez-nous de l'initiative qui concerne les 7 centres de santé, dont l'hôpital Chifra. Il se faut opérer gratuitement, mais derrière ça a un coût. Comment vous vous dites, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et puis comment vous vous organisez, comment ça naît? Alors il faut dire que le partenariat est né le 1er décembre 2017 entre l'hôpital Chifra au niveau du Burkina Faso et l'ONG américaine Hope Walks, la marche de l'espoir en français, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une structure en réalité qui pouvait fédérer les efforts des agents de santé dans la prise en charge du pied-beau congénital. Et Hope Walks étant le leader mondial qui est présent dans au moins 17 pays pour ce qui concerne le pied-beau congénital et qui est membre du Global Club Foot Initiative qui réunit toutes les associations, toutes les ONG qui prennent en charge le pied-beau congénital, la réflexion a été menée d'ouvrir un programme au Burkina Faso, de le loger au sein de l'hôpital protestant Chifra et à travers ce programme-là, de nouer des partenariats avec des hôpitaux qui sont dans d'autres régions du Burkina pour que l'accès au traitement soit vraiment équitable. Et un traitement qui devrait coûter 250 000 francs CFA, il est offert gratuitement grâce au soutien de ce partenaire principal, mais grâce aussi au soutien d'autres partenaires au niveau du Burkina. C'est-à-dire après l'intervention, il y a des séances de rééducation, parce que je vois ici c'est des éléments qui permettent petit à petit de redresser le pied. Comment ça fonctionne? Alors, il faut dire que le traitement en lui-même commence par une série de manipulations du pied et également une série de plâtrages. Et pour un bébé, on va aller à 4 à 6 semaines de plâtrage. Et le plâtre est renouvelé une fois par semaine en corrigeant le pied et en le ramenant vers l'extérieur au fur et à mesure. Parce que vous voyez sur le modèle qu'il est tourné vers l'intérieur. Et une fois qu'on va arriver à corriger la partie antérieure du pied, 80 à 90% des enfants auront besoin d'une petite chirurgie qui se fait à travers la peau. On n'a pas besoin d'hospitaliser l'enfant. Il vient le matin, on fait la ténotomie percutanée du tendon d'Achille sous anesthésie locale. Très technique ça. Exactement. Et une fois qu'on opère le tendon d'Achille qui est court pour l'allonger en termes simples, on remet un dernier plâtre pour 3 semaines pour permettre la guérison et l'allongement de ce tendon. Parce que si on ne le fait pas, l'enfant va marcher avec le talon en haut, comme les pieds ou les sabots d'un cheval. Et après les 3 semaines, il va porter ce que nous appelons les attelles d'abduction du pied, c'est un terme médical, qui sont des chaussures spéciales qui sont ouvertes vers l'extérieur, contrairement au pied-beau qui est vers l'intérieur. Oui. Et l'enfant va porter, puisque c'est un bébé, il ne marche pas, de jour comme de nuit, pendant 3 mois ces attelles-là, en lui laissant le temps de les ôter pour se laver le matin et le soir. Et passé ces 3 mois d'âge, il va les porter la nuit durant et on va lui donner des rendez-vous pour suivre le traitement jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 5 ans où il atteint l'âge de la maturité de la marche et il n'y a plus de risque de récidive. Parce que si on ne suit pas le processus, si on ne suit pas l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, il y a un risque de récidive parce que ce sont les ligaments et les tendons qui sont touchés. Ils sont très souples lorsque c'est un enfant et il faut qu'ils atteignent un certain niveau de maturité avant qu'on ne déclare l'enfant complètement guéri du pied-beau congénital. Et quand on dit pied-beau, à partir du moment où vous dites congénital, c'est qu'il y en a qui ne sont pas congénital, il y en a qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Alors il faut dire qu'on définit le pied-beau en 2 ou 3 catégories. Vous avez le pied-beau dit idiopathique qui représente 90% des cas de pied-beau. C'est le pied-beau classique qui a les 4 déformations caractéristiques. Au terme médical, on dit le cavus, l'adductus, le varus et l'équin. Ça, c'est le terme technique pour les agents de santé. Et vous avez le pied-beau dit syndromique, où le pied-beau n'est pas isolé.
il n'est pas seul, il est associé à une autre maladie. Ça peut être par exemple une hydrocéphalie, c'est une maladie au niveau de la tête où vous constaterez en termes simples que la tête grossit, ou le spina bifida où il y a un défaut de fermeture au niveau de la colonne vertébrale. Là, on pense que c'est cette maladie-là qui prédomine et qui est un facteur d'association au niveau du pied-beau. Vous avez également ce qu'on appelle le pied-beau postural qui représente environ 5% des cas qui survient en fonction de la position du bébé dans l'utérus de la maman. Mais ce pied-beau-là, il se corrige avec 1 ou 2 plâtres et il n'a pas besoin forcément des attelles. Voici grosso modo les types de pied-beau. Vous avez également des pieds-beaux dits secondaires ou neurologiques qui peuvent survenir à la suite, par exemple, de maladies neurologiques parce que l'enfant n'est pas né avec ça et c'est après que ça va survenir. Vous avez également des pieds-beaux qui peuvent survenir à la suite de traumatismes, etc. D'accord. On a donc beaucoup d'éléments. Mais pour un parent qui nous regarde, qui est très inquiet, il a vu, dit, mais ça, c'est qu'ils ont ma solution. Il suffit de vous contacter, venir à Chifra, comment ça se passe? Il y a un process, peut être une liste, comment ça se passe? Alors, il faut dire que le traitement est ouvert et accessible à tous. Pour faciliter l'accès au traitement, nous avons dans les 7 centres qui sont situés dans cette région du Burkina Faso, ce que nous appelons les conseillers parentaux. Donc, leurs numéros de téléphone sont au niveau de ces différents centres-là et c'est possible de les contacter, de prendre des informations sur les jours de traitement du pied-beau parce que chaque centre a un jour spécifique dédié au traitement du pied-beau. Et ces conseillers parentaux-là sont chargés d'être l'interface sociale entre les familles et les agents de santé. Lorsqu'ils vont recevoir les familles, ils vont expliquer en des termes simples ce que c'est que le pied-beau, dédramatiser la situation, encourager les parents et les agents de santé maintenant vont prendre le relais pour effectuer le traitement. Sinon, les 7 centres sont l'hôpital protestant Chifra, chaque mercredi et chaque jeudi. Vous avez également le CHU Soro-Sanou de Bobo, chaque mercredi. Vous avez le centre Espoir de Fada, chaque mardi. Vous avez la clinique Dr Sergo de Léo, chaque jeudi. Vous avez le CHR de Tenkodgo, où nous sommes en partenariat avec HI, c'est chaque mercredi au niveau de l'unité de kinésithérapie. Vous avez le centre médico-chirurgical Persis de Waiguia où c'est chaque jeudi au niveau de l'unité de kinésithérapie également. Et enfin le centre médico-chirurgical de Kaya qui est effectif chaque jeudi pour la prise en charge des pieds-beaux congénitaux. Est-ce qu'il y a un âge où c'est plus difficile, c'est-à-dire que ça devient irréversible? Vous faites bien de poser cette question. C'est très important de commencer le traitement dès les premiers jours de vie, sinon dès les premiers mois de vie. En tout cas, avant l'âge de 2 ans. La technique de Ponseti, c'est la moins invasive et la plus efficace. Donc, passé l'âge de 2 ans, on peut toujours l'utiliser, mais cela va prendre plus de temps et plus d'énergie. Il y a le seuil de 5 ans où on va parler de pied-beau invétéré, où dans la plupart des cas, on va être obligé de faire d'autres types de chirurgie additionnelles et la correction sera moins excellente. Donc nous avons besoin vraiment de faire une détection précoce au niveau des maternités et de référer les enfants avec leurs parents le plus tôt possible vers les centres de santé. Merci Dr Faisal Oubda d'être passé. Et on a vu les attestations qui ont été remises aux enfants, c'est parce qu'ils sont guéris. C'est-à-dire eux, ils peuvent courir maintenant. Exactement, ce sont des enfants qui sont suivis pour la plupart depuis 2018, donc ça fait bientôt 4-5 ans maintenant, et ils ont reçu leur attestation de guérison, ils sont libres du pied-beau, peuvent marcher comme les autres, jouer au ballon, faire des activités comme tous les autres, et pourquoi pas devenir d'excellents joueurs de football pour l'équipe nationale, soit masculine, soit féminine du Burkina Faso. Et nous avons également prévu une attestation pour Tri TV, qui est un de nos partenaires en termes de sensibilisation. Donc voici l'attestation que je décerne à Tri TV au nom de tous les enfants qui ont été guéris du pied-beau et au nom du programme pied-beau. Ah non, c'est à vous le merci. On a fait que notre travail. En tout cas, je vais remettre ça à mes patrons. Merci beaucoup. C'est Tri TV et Watt FM. Exactement, Tri TV et également une attestation pour Watt FM. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Dr Faisal Oubda d'être passé et continuez ainsi d'ajouter donc cette joie-là, d'apporter cette joie à ces familles. Vous avez parlé de sport. Hein. Demain, ils pourront jouer, tout ça, c'est bien. Et nous, on va parler sport pour terminer. D'ailleurs, ce JDS-là, je dois le dimanche soir et c'est la dernière des rubriques.
Et dans cette partie sport, on va s'intéresser à une liste, celle des 25 étalons qui auront donc à bientôt croiser les crampons dans le cadre de la 5e journée éliminatoire CAN 2023. Une liste que nous allons décrypter tout à l'heure donc avec deux invités, mais d'abord le reportage avec tout le détail, notamment sur sa composition. Dans cette liste de 25 joueurs, on remarque la présence de 14 joueurs du championnat national, en l'occurrence le gardien de but, Mohamed Zegué, Valentin Nouman de l'AS Douane, Cheikh Ouedraogo de l'ASFA Yeninga et Ismaël Seoné de Vitesse FC. On a également deux joueurs qui font leur première apparition avec les étalons, à savoir Chassa Jordan Bansé et Ismaël Seoné. Un match important selon le coach Hubert Velud en vue de finir premier du groupe. Il est important dans le sens où il faut finir premier du groupe. Aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui on est qualifié pour la CAN, mais on n'a pas l'assurance de finir premier du groupe. Et finir premier du groupe, l'important c'est que c'est quand même mieux d'être tête de série au tirage au sort dans les groupes. À la CAN, c'est quand même mieux d'être tête de série. Donc c'est pour ça que ça revêt une importance, indéniable par rapport au fait de finir premier du groupe. Ça, c'est la première chose. Les inconditionnels comme Issa Kaboré, suspendu, ne sera pas de la partie. Innocenti, blessé, ainsi que Guébré, Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté seront également absents. Mais la grande majorité, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo, Dango Ouattara et autres sont attendus. Les joueurs majeurs, Issa Kaboré, il n'y en a pas deux au Burkina, ça c'est une évidence. Des arrière-gauches d'un certain niveau, on n'en a pas énormément non plus, comme vous le savez. Et bien sûr, les deux attaquants, c'est forcément un handicap, mais moi je me sens handicapé depuis le début que je suis arrivé par l'absence de Lassina, le vrai Lassina bien sûr. C'est un handicap pour l'équipe nationale, comme chacun le sait. Le vrai Lassina avant sa blessure. En plus, c'est vrai qu'il y avait l'occasion de prendre Mohamed Konaté qui marche bien en Russie, qui a des bonnes stats. Donc malheureusement, il s'est blessé et voilà, donc il faut faire avec. Les étalons seront en regroupement à Ouagadougou à partir du 11 juin pour préparer déjà le match avant de s'envoler pour Praia pour le match prévu se jouer le 18 juin prochain. Nous commencerons les entraînements donc, le 12 juin après-midi. Ensuite, nous aurons un entraînement le 13 au matin et un entraînement l'après-midi, le 13 après-midi, le 13 juin, au stade municipal. Donc, je vous donne la communication. Au stade municipal à 16h30, le 13 juin, ouvert au public. Ensuite, nous aurons un entraînement le 14 juin au matin et nous partirons le 14 en fin d'après-midi au Cap-Vert. Voilà. Avant le départ pour le Cap-Vert, le public sportif sera autorisé à voir ses étalons s'entraîner au moins une fois depuis la fermeture du stade du 4 août. Retour sur ce plateau, je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. En tout cas, ravi d'être là après cette bonne pluie, ou en tout cas cette pluie qui a arrosé Ouagadougou, qui était véritablement en feu, il faut le dire. Et on espère que la température a baissé un peu et que bon, ça commence à aller. Même si la pluie nous a un peu, je dirais, désorganisé, parce qu'il y avait la finale de GMO Foot Intersecteur qui se jouait aujourd'hui sur le terrain donc de l'hippodrome, et que la pluie a fait que bon, cette finale a été reportée pour alors qu'on jouait, je crois, la 20e minute, et la pluie s'est invitée, le match s'est arrêté. Donc il y a eu beaucoup de dégâts, mais plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de blessés, ou en tout cas pas de blessés de façon significative. Il y a eu quelques dégâts matériels, mais qu'à cela ne tienne, la finale est prévue pour
demain, lundi, à partir de 17h, sur le même terrain de l'hippodrome pour l'apothéose finale de ce tournoi intersecteur qui est marqué, vous le savez, par l'utilisation de la VAR pour la première fois. Et il faut dire que cette utilisation de la VAR a permis donc de mettre en lumière cette compétition-là, parce que la VAR, on disait qu'elle était inaccessible, que bon, on ne peut pas jouer avec, surtout dans nos championnats et tout, que voilà un monsieur qui vient, Amad Traoré plutôt, qui décide donc de s'investir dans la VAR, et ça fait effet, voilà, toute la toile s'est enflammée par rapport à ça, et je pense que ça a même fait école, et que au niveau de la CAF et de la FIFA, on essaie donc de voir les possibilités, parce qu'aujourd'hui la technologie a tellement évolué que avec un dispositif un peu allégé, on peut l'utiliser dans nos championnats. Voilà. Mais quand sur le terrain de l'hippodrome, c'est 2 caméras, si je ne me trompe pas. C'est combien de caméras? Je crois que pour cette phase, on a 6 caméras, je pense. 6 caméras. Déjà, pour une phase expérimentale, c'est pas mal. Peut-être qu'il faut ajouter, peut-être qu'à la prochaine édition, s'il ajoute peut-être 2 autres caméras, avec peut-être une grue derrière, ça fera que peut-être sur tous les angles du terrain, on pourra donc avoir, et ça va être encore plus précis. Déjà que ce que ça donne comme résultat, c'est extraordinaire. On l'a vu sur une chaîne cryptée qui a repris cela, et même qui ils sont allés, ils ont revu la VAR, ils étaient vraiment étonnés de voir qu'effectivement, cette possibilité-là permettait aux arbitres d'être plus justes, parce que ça permet d'avoir un carton rouge, ça permet donc de confirmer des pénaltys, ça permet également aussi d'infirmer des pénaltys. Donc bref, on peut dire qu'il a réussi un grand coup. On attend que la finale se déroule. Évidemment. Donc puis, le 17h, voilà. Et ça change aussi. Nous on a fait un reportage. Peut-être rappeler rapidement que l'affiche de la finale, c'est Jeune Pelé qui est au niveau donc de Tampouy, qui sera opposé donc à l'équipe de CFAFC, qui est donc du côté de Noncin, donc l'équipe qui joue pratiquement à domicile. Donc je pense qu'il y a une liesse populaire. Véritablement, on a vu cet engouement populaire, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, mais malheureusement, vous n'avez pas de commission WAC et la pluie est venue tout bousiller là-bas. Évidemment, on verra ça. C'était la petite boutade. On reçoit aussi donc sur ce plateau Cédric Badolo. Je rappelle qu'il était à Salitas, il est maintenant à Sheriff Tiraspol, Moldavie, il est même champion de Moldavie. Bonsoir. Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être là avec nous. Vous avez parlé de WAC, peut-être qu'on va lui demander la CGT. Non, je ne connais rien. Tu ne crois pas WAC? Ça existe. Oui, mais en tant que bon africain, parce qu'il y a un qui est passé, c'est dit lui, le africain bon teint, lui il croit au WAC. Non, mais ça existe, c'est possible. Voilà, c'est juste, pour lui c'est juste quoi, un avantage psychologique, ça permet donc de galvaniser, donc il n'y a pas de souci. C'est cela. Voilà. Et pour revenir à la liste des 25 qu'on a vu tout à l'heure, parce que bientôt il y a le Cap-Vert qu'on devra jouer dans le cadre donc des éliminatoires Cannes, on va dire Côte d'Ivoire 2023. Vous avez regardé, ça vous parle? Oui, évidemment, il faut dire qu'il n'y a pas de pression. Il faut dire, aujourd'hui Cédric il est là, il peut le dire, ils n'ont pas de pression, ils sont qualifiés pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'était l'objectif. Après, peut-être que c'est une question de prestige, parce qu'il faut rester également premier de son groupe, parce qu'au décompte final, avant septembre, on va tenir compte donc du classement pour constituer le pool. Voilà, je crois que les poules ont été constituées. Non, c'est le pool de la Coupe du Monde qui ont été constitués. Voilà, donc déjà, il va falloir être dans le bon wagon pour être évidemment pour éviter un certain nombre d'équipes comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, comme voilà, de grosses cylindrées qui sont annoncées comme le Sénégal et tout. C'est vrai, mais pourquoi c'est vrai? Vous devriez être capable de croiser les crampons avec n'importe qui sans trop craindre aussi. Oui, déjà l'objectif est déjà atteint, mais pour nous c'est important aussi de finir premier. Pour avoir un bon classement au niveau FIFA. C'est très important pour nous de finir premier, et voilà, pour la suite, pour le groupe et tout, donc c'est important pour nous. C'est important, on voit que vous êtes assez relax. Est-ce que on a l'impression de ça, le groupe ça vit bien? Est-ce que vous vous sentez, je parle du groupe étalon? Oui, tout va bien, c'est un merveilleux groupe. Depuis je suis arrivé, c'est bien avant moi que tout se passait bien. Mais depuis que je suis arrivé aussi, tout se passe bien également, et les grands frères m'ont très bien accueilli. Et au passage, j'aimerais vraiment dire merci au coach Oscar Barreau, qui t'a donné la première chance. Staff, oui, c'est eux qui m'ont donné la première chance. Donc
à tout moment, je ne cesse de leur dire merci et voilà, le travail continue. Voilà, aujourd'hui, je pense que vous êtes en train de bousculer la hiérarchie pour évidemment prendre cette place, parce qu'il y a quand même une place à prendre au milieu. On sent que, sans faire le jeu aux autres, on sent qu'aujourd'hui, il y a quand même cette place à prendre. Je l'ai déjà dit auparavant qu'en équipe nationale, pour moi, déjà, la place, c'est pas très important parce que c'est un groupe. Il faut travailler en famille et apporter un résultat positif qui sera vraiment favorable à tout le monde. Donc, si je joue et que je ne joue pas, moi, ça me dérange pas. Vu que le résultat est positif, alors ça va pour moi parce que vous-même, vous avez bien vu que le match aller contre Togo, j'ai pas joué 1 minute et au prochain, j'ai joué 90 minutes. Non, mais justement, mais aujourd'hui, vous faites votre entrée parce qu'évidemment on avait quand même besoin donc d'apporter du sang neuf dans cette équipe là. Vous êtes jeune et que vous sentez on sent qu'aujourd'hui le milieu est un chantier, hein, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le milieu des étalons reste un chantier. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous n'avez pas aujourd'hui, je sais que en tant que compétiteur, ça vous brûle quand même l'envie de vous installer comme un titulaire indiscutable dans ce milieu. Mais ça c'est quand les résultats ne sont pas favorables. Tu vois. Quand les résultats ne sont pas favorables et que tu penses que tu peux apporter un plus, c'est dans ce sens-là que tu peux avoir mal. Mais si on gagne et qu'on prend les 3 points ou on prend 1 point, pour le groupe, ça va. D'accord. Justement, on a vu, vous avez parlé de ce match contre le Togo du côté donc, de Kégué, mais au-delà de cette double confrontation contre le Togo, il y a eu cette polémique. C'est vrai, le Burkina s'en sort avec 4 points. Mais également aussi, tout le monde a vu cette équipe du Burkina Faso jouer. Ce n'est pas une équipe du Burkina Faso qu'on connaissait, parce qu'on a vu le Burkina Faso avec ces mêmes éléments-là dans des meilleures dispositions, avec évidemment tout ce qui va avec. Non seulement il y avait le résultat, mais également aussi la qualité des jeux qui va avec, parce que les joueurs qui y sont, on sait qu'ils sont des joueurs de qualité. Oui, c'est juste, mais n'oublions pas le match contre la Mauritanie. Si vous vous rappelez bien, on avait un match contre la Mauritanie, on avait juste besoin d'un point pour pouvoir se qualifier. Juste un point. Pas le beau jeu, la manière de jouer, non. Juste un point. Et on n'a pas eu. Là, le match contre le Togo, on prend 4 points. C'est vrai, il y a la manière, mais la manière peut s'améliorer au fur et à mesure. En jouant aux entraînements et tout, on peut améliorer la manière de jouer. Et c'est le football, on peut être dans notre bon jour en tant qu'acteur et aussi on peut faire des faux matchs. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects-là pour pouvoir vraiment progresser. Est-ce que vous êtes en train de dire par exemple qu'on est un peu trop exigeant avec les étalons? C'est ça? C'est bien d'être exigeant parce que nous, ça nous encourage à travailler plus, mais il ne faudrait pas aussi qu'on oublie l'objectif. C'était de se qualifier et nous on a fait le travail et on continue de suivre l'objectif. D'accord, donc et la polémique continue, hein. Vous l'avez dit, le groupe vit bien, mais on a l'impression que nous de l'extérieur, avec cette information qui vient, parce que juste après cette double confrontation contre le Togo, c'est le premier regroupement que vous faites, et c'est ici même à Ouagadougou, on a vu cette polémique là aussi qui s'est installée avec le choix donc du lieu de l'entraînement, ou en tout cas non seulement le lieu d'hébergement, le lieu d'entraînement, ça pose problème. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez entendu parler, ou en tout cas c'est sur les réseaux sociaux que vous avez vu? Non, évidemment j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais ça m'a paru quand même bizarre parce que voilà, nous, peu importe l'endroit où on va s'entraîner, nous sommes là. Et que ce soit sur le terrain défaut, que ce soit sur le terrain de Salitas, le terrain des douanes, toujours est-il que c'est au Burkina Faso. Donc nous, en tant qu'acteurs, on est au service de la fédération. Et là où la fédération va décider, c'est à cet endroit-là qu'on ira s'entraîner. Donc ça me paraît quand même bizarre qu'il y ait des polémiques sur le lieu de... Mais vous n'avez pas entendu parler. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu sur le net, mais je l'ai pas... Parlons justement de l'esprit dans l'équipe. Ça va, il n'y a pas de bisbille, parce qu'à un moment donné aussi, c'était pas simple, hein, quand on disait, il y avait toujours des petits problèmes, et tout l'esprit, c'est bon, ça va. Franchement, dès le premier jour, moi j'ai mis pied.
quand j'étais à l'extérieur, j'apprenais comme vous aussi dedans, mais du moment où j'ai mis pied à l'intérieur, là, je me suis senti vraiment, c'est une famille, tout se passe très très bien. Il n'y a pas de problème entre nous, on parle jour et nuit, on prend les nouvelles des uns et des autres et voilà, ça se passe très très bien. Souvent vous appelez, les joueurs appellent comme ça pour vous? Oui, on s'appelle. Okay. On s'appelle, on parle, parfois on prend des déjeuners ensemble, des dîners. Ah bon? Ouais. C'est une famille. D'accord. Donc on peut croire en vous pour Côte d'Ivoire 2024, c'est ça? Ça s'appelle Côte d'Ivoire 2023, même si ça se jouera en 2024. Surtout que c'est en Côte d'Ivoire. Oui, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que les Burkinabés sont assez frileux, parce que quand on voit la qualité du jeu, alors que quand on regarde aussi derrière les équipes qui sont prétendantes au titre, on se dit que cette équipe des étalons doit avoir assez de carapace, il y a une carrure pour pouvoir donc aller faire un résultat, parce qu'un autre résultat ne plairait pas aux Burkinabés, puisque la dernière quand on était 4e, ça n'a pas été suffisant, donc sûrement c'est dit qu'il faut faire mieux. Oui, la dernière CAN, on a été 4e. Déjà, je salue le travail de l'ancien sélectionneur. Kamou Malo, oui. Il a fait un très très bon travail et voilà, je le félicite pour ça. On a fini 4e et cette année, pour nous, c'est pas de finir 4e, c'est d'aller encore plus haut. Et quand ça se passe comme ça, ça nous encourage à travailler plus et à vraiment continuer à s'entraîner, parce que voilà, il y a que l'entraînement pour pouvoir améliorer la qualité du jeu et tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de bons matchs, mais il y a aussi des matchs qu'on a fait de très très bons matchs. Donc c'est l'ensemble de tout qui nous permettra d'avancer. Bon, je vais vous poser une question qui va peut-être vous embarrasser. C'est sûr que les joueurs n'aiment pas trop quand on pose cette question-là. Par rapport donc à l'entraîneur Velud, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, parce que pour moi, on a estimé que dans son coaching, dans sa façon donc d'appréhender, dans son management, il y a des choses à redire. Est-ce que c'est comme ça, vous qui êtes avec lui ou qui voilà, est-ce que vous avez senti ça à un moment donné? Non, j'ai jamais senti ça, parce que voilà, il met tous les jours au même niveau. Déjà à l'entraînement, l'approche déjà c'est exceptionnel, il parle avec tout le monde, il met tout le monde au même niveau et on travaille bien dans l'ensemble. Donc parfois c'est des choix, mais des choix il a pour but de gagner, d'avoir un bon résultat. Donc pourtant on doit taire les polémiques, tant qu'on gagne, mais il faut prendre ça comme ça et puis bon, on avance. Non, les polémiques ça permet de corriger. Donc on prend en compte, mais on n'oublie pas ce qui se passe. D'accord. Cap Vert, c'est 18 juin. Oui, 18. Confiant. Oui, à Paria. Confiant. Alors que le Cap, par exemple, quand vous regardez Cap Vert, qui était comme vous, sans domicile fixe, parce qu'il jouait beaucoup ses matchs à l'extérieur, il joue aujourd'hui ses matchs à domicile, ça vous fait quoi, vous? Nous, déjà, on part confiant. Et l'objectif pour nous, c'est de continuer sur cette lancée-là. Maintenir le leadership du groupe. Oui, maintenir le leadership. Ça va nous faire beaucoup de bien pour la suite. Mais toi, par exemple, personnellement, tu es arrivé chez les étalons, tu l'as dit, donc grâce à ce match face à la Belgique, tu as joué ici, tu as joué dans les petites catégories, tu as joué avec Salitas, vous êtes rentré en campagne africaine, vous avez joué au stade du 4 août. Est-ce que ça ne te manque? Tu n'as jamais voulu jouer en portant ce maillot au stade du 4 août? Bien sûr que oui, parce que c'est différent. Quand tu joues à la maison et quand tu joues à l'extérieur, il y a une énorme différence. Pour moi, vraiment, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on remonte ensemble, voilà, pour pouvoir vraiment jouer à la maison. Je sais que l'État fait son possible, la fédération fait son possible et on a hâte de jouer à la maison. Mais ces joueurs à la maison, ça doit être quelque chose de particulier, parce que là vous avez tous vos amis qui vont venir, la famille et tout, c'est particulier, c'est pas pareil. D'accord, maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de ta carrière du côté donc de Sheriff Tiraspol. Vous êtes champion de Moldavie, ça fait déjà un titre pour toi, ça c'est sûr que c'est ravi. Vous allez jouer donc les éliminatoires de la Ligue des Champions. Je rappelle qu'en 2021 vous avez même battu le Real Madrid, et tu venais d'arriver par exemple cette victoire du Real contre le Real,
peut-être que tu étais au terrain, non? Tu étais à Bernabéu? Non, j'étais pas à Bernabéu. J'étais au centre d'entraînement. Tu étais au centre d'entraînement. Oui. Mais comment, voilà, quand on bat la meilleure équipe du monde, comment on se sent? Ça a changé beaucoup de choses dans nos vestiaires parce que déjà on ne croyait pas. Tu vois, et après avoir battu le Real, ça fait qu'on s'est senti un peu capable de faire beaucoup de choses. On voit que tu as joué les éliminatoires de la Ligue des Champions, c'est sûr que tu vas entendre cette chanson? Bien sûr. Quelles sont les perspectives? Tu restes au club ou il y a des contacts? Il y a des contacts, mais déjà, comme vous le savez bien, mon agent, il y a le grand frère Maïga qui, au passage que je salue, c'est une très bonne personne pour moi. C'est en dehors ou sur le terrain, il apporte beaucoup pour chacun d'entre nous. Et voilà, c'est lui qui s'occupe de tout. Et pour l'instant, moi, je me concentre sur le travail. Là, c'est la sélection. Après, on verra ce qui va se passer. Là, mais à Chérif, tu n'es pas dépaysé parce qu'il y a les Burkinabés. Vous êtes une légion burkinabé là-bas? Oui, nous sommes 4 Burkinabés. Oui. Il y a le grand frère Balima, il y a... Lui, le staff technique, c'est ça? Oui, il est dans le staff. Parce que lui, il est comme une icône là-bas. Je pense que là-bas, c'est une icône. Voilà. Ah non, c'est même pas comme, c'est une icône. C'est une icône. Donc, avec aussi Tapsoba, Abdou Fissal et Abou Ouattara. Oui. Donc, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Quand on n'a pas l'entraînement, on se met ensemble pour pouvoir vraiment passer du temps ensemble, vu que c'est la famille et tout. Et c'est ce qui fait qu'on a de très bonnes relations, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Malheureusement, il y a Abou Ouattara qui a eu une blessure. Et voilà, ça fait partie du travail. Tout à fait. Dieu merci, tout se passe bien, il commence à récupérer et j'espère pour lui qu'il va revenir plus vite. Je vais te poser une question aussi qui va te déranger beaucoup. Ça sera la dernière. Ça va le déranger beaucoup parce qu'il a dit quelque chose qui est assez intéressant. Il a dit au niveau des étalons, nous on vit bien. C'est ça. Il n'y a pas de problème, on s'appelle et tout. Mais nous de l'extérieur, quand on voit la guerre des agents qui se passe parce que vous appartenez tous à des écuries et ce qui est intéressant, chaque joueur aussi a son agent qui est burkinabé, mais on voit que entre les agents c'est des flèches qui sont décochées de gauche à droite. Est-ce que vous le sentez quand vous vous retrouvez? Est-ce que vous sentez cela, vous joueurs? Non, on ne sent pas, mais pour moi ce que je vois, c'est que je pense, c'est que il faut que tous ces agents-là se mettent ensemble pour pouvoir vraiment promouvoir le talent des jeunes frères ici, parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de talent. Mais si chacun veut choisir sa branche pour montrer qu'il est plus puissant que l'autre, je pense que ça ne sera pas bien. Peut-être c'est même ça qui peut créer des... Mais vous n'êtes pas dans ce jeu. Non. Vous, chacun, vous avez de bonnes relations personnelles avec tout le monde. Relations personnelles, mais moi je pense que pour moi, il faut qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir vraiment créer quelque chose. Et c'est partout, même dans notre équipe nationale, il y a un capitaine. Même dans les bureaux, il y a le DG qui est là. Donc il faut quelqu'un vraiment qui soit devant pour pouvoir vraiment... Maintenant. D'accord. L'objectif CAM, c'est quoi? Cette CAM, je dis à qualifier, votre objectif c'est quoi? Parce que chez nous, on ne va pas comprendre que vous ne remportez pas cette coupe parce que c'est en Côte d'Ivoire à côté. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire? Ouais, en Côte d'Ivoire, c'est chez nous. C'est sûr que un d'entre vous a un parent en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, déjà, la CAN passée, on a fini 4e. Et cette CAN à venir, là, on veut finir vraiment premier. D'accord. On pense que vous encourage à être premier. Peut-être que j'aurai un coup de gueule parce que si vous n'êtes pas premier, ne pensez pas qu'on va venir vous accueillir à l'aéroport. Ça, je vous le dis. Et je pense que voilà. Et je pense que c'est le lieu également aussi de faire mon coup de gueule sur le ministère des Sports contre le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui à travers un communiqué a appelé à aller donc accueillir les étalons dames qui ont fini 3e tout à l'heure donc à ce tournoi de matchs amicaux du côté donc de l'UFOAB. Je pense aussi qu'il va falloir à un moment donné arrêter donc pour chaque sortie, même si c'est on va faire des matchs amicaux, un tournoi amical entre nous, on réussit à être 3e. Donc s'il faut faire sortir encore la population, à un moment donné, on en aura marre
Voilà, quand vous regardez les étalons cadets, je tiens à le dire, quand vous regardez les étalons cadets qui sont arrivés 3e à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est très bien, nous tous on est contents, on est tous contents, mais les étalons cadets ont déjà remporté la CAN en 2011. Les étalons cadets ont été 3e à la Coupe du Monde. Les étalons cadets ont été qualifiés 3 fois à la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait un boulot extraordinaire, mais à un moment donné, il va falloir mettre le curseur sur un certain niveau d'exigence et de performance pour ne pas qu'on tombe et que ça fasse une récupération politique ou en tout cas une autre récupération de telle sorte qu'on perd de vue évidemment le principal qui est donc la performance. Si vous ne revenez pas avec la coupe, ou du moins si vous ne faites pas mieux qu'en 2013, ou en tout cas autant qu'en 2013, soyez-en sûrs, on ne viendra pas vous accueillir. Coup de gueule de Claude Romba. C'est avec ça aussi qu'on va terminer. On va vous souhaiter en tout cas beaucoup de chance parce qu'on sera derrière. On va supporter parce qu'on y croit. Et puis, Abidjan, c'est à côté. On sait que ça va bien se passer. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a du caractère. Et puis bon, je crois beaucoup en lui. J'espère qu'il va prendre sa place dans cette équipe nationale et qu'il va montrer plus de caractère. Je le connais bien. Merci bien. Merci Cédric Badolo d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Merci aussi à Claude Romba. Très content d'être là. C'est la fin de ce JDS. Journal du dimanche au soir. On a pris plaisir à passer 2 heures avec vous. Ça se termine ici et maintenant. On prend congé de vous en espérant se revoir dimanche prochain. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien.